peux mettre ce petit truc-là? Incroyable. Ok, let's go, on va commencer. Bonjour à tous. Bonjour, salut Aurélie, merci, autre merci pour ce webinaire. Je ne sais pas si vous voyez les commentaires. Ah, affichez les commentaires, voilà. Moi, je les vois pas. Là, sur l'écran, vous les voyez? Ouais, c'est bon, en bas à droite, ouais. Ben, génial, parfait, ça commence bien, tout fonctionne. Bon, vu que ça va être hyper condensé, je propose qu'on commence maintenant direct. De toute façon, il y aura le replay qui sera envoyé à tous les inscrits. Ouais. L'objectif aujourd'hui, c'est que à la fin de cette heure-là, vous allez pouvoir repartir avec des mots et des images pour expliquer le TDAH à un enfant, pour qu'il comprenne vraiment et du coup que derrière il puisse s'impliquer. Et une méthode que vous allez voir aussi avec Aurélie pour construire. Mélodie. Parce qu'il y a eu trop Aurélie d'un coup là. Avec Mélodie pour construire des objectifs qui tiennent dans la durée. Et à la fin, un outil qui vous permet de faire le lien entre les deux. Donc, ce que je propose, c'est qu'on commence avec toi, Axel, pour voir tout ce qui est psychoéducation, métaphore, etc., pour expliquer le TDAH. Et ensuite, on enchaîne avec toi, Mélodie. OK pour vous? Allez, c'est parti. Let's go. Allez, vas-y. Alors, t'as mon diapo ou pas? Voilà, c'est bon? Impeccable, nickel. Oh. Donc bonsoir à tous, moi je suis Axel Kalnar, je suis ergothérapeute comme la majorité d'entre vous tous, finalement à part Yanis qui nous envahit un peu, mais on est entre nous ce soir. Je suis ergothérapeute jeune diplômé, on va dire, ça fait 4 ans cet été que je suis diplômé, je travaille en Haute-Savoie, j'ai 2 cabinets, un à Évian-les-Bains et un proche de la frontière suisse à Genève. Je travaille avec ma femme, du coup on travaille tous les deux depuis tout récemment et j'ai une grosse spécialité du coup dans le TDAH puisque vous allez le voir, moi-même je suis concerné, j'ai été diagnostiqué TDAH quand j'étais au début de mon lycée, j'ai vraiment voulu tourner mes études, tourner mon métier, ma profession autour de ça et du coup j'ai tout fait en sorte de monter mon projet d'études et mon projet professionnel pour accompagner des enfants et des adolescents qui rencontrent les mêmes difficultés que moi j'ai rencontrées. Donc aujourd'hui, j'ai 25 ans, je l'ai dit, depuis 2022, je suis installé et j'ai eu mon diagnostic du coup en 2017. Le TDAH, du coup, c'est un trouble qui me tient particulièrement à cœur, qu'on rencontre énormément en tant que professionnel de santé, surtout quand on travaille en pédiatrie. Et c'est c'est un trouble qui, quand on reçoit les familles au cabinet très régulièrement, la première question que je vais leur poser, c'est qu'est-ce que c'est que le TDAH? Quand elles sont concernées, il y a une suspicion de TDAH, quand elles ont vu que ce soit des neuropsys, d'autres professionnels ou même d'autres ergots, la première question que je pose aux familles, c'est qu'est-ce que le TDAH? Je la pose aux parents, je la pose aux frères et sœurs, je la pose aux enfants, et très souvent, il y a des pistes, il y a des mots, il y a des choses qu'on va souvent voir revenir. Il est dans la lune, il bouge tout le temps, il y a des je crois, mais il n'y a pas vraiment de certitude. Et moi, il y a un point qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'engagement occupationnel, comme beaucoup d'entre vous. L'engagement, ça va être un peu le thème de ce soir. Comment est-ce que je vais faire pour engager mon patient dans son accompagnement, et donc plus particulièrement les enfants et les familles qui ont un TDAH. Et tout ça, ça passe déjà par l'explication. La première des recommandations de la Haute Autorité de Santé, de la HAS en France, il le rappelle en permanence, c'est la psychoéducation. Expliquer ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que le TDAH? Donc, le TDAH, on le sait tous, hein, là je vous apprends rien, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Il est représenté par ce petit ruban orange qu'on retrouve tous les ans dans nos journées nationales. Et la première chose que j'aime bien dire, hop, retour arrière, la première chose que j'aime bien dire, pour marquer un peu les esprits, ça c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est de venir marquer, montrer que vous savez de quoi c'est de commencer par une métaphore. Moi j'explique toujours aux parents, j'explique toujours aux familles qu'avoir un TDAH, c'est un peu comme un crash d'avion. Et là, je laisse un petit silence un peu sadique, donc il me regarde avec des grands yeux, et j'explique, attendez, je vais vous expliquer ce que je veux dire. Dans un crash d'avion, quand on est parent et qu'on a son enfant qui est assis à côté, dans les recommandations qu'on a tous déjà entendues et qu'on n'écoute même plus, on va demander à l'adulte de s'occuper d'abord de lui, d'abord de s'attacher, de prendre son masque à oxygène, de se mettre en sécurité. Et ensuite, une fois qu'il aura fait ça, il va pouvoir demander à son enfant de grimper sur ses genoux et de mettre la surceinture. Et bah, avoir un enfant qui a un TDAH, comme beaucoup d'autres troubles du neurodéveloppement, c'est pareil. Si le parent, il n'est pas informé de ce que c'est, s'il n'a pas les outils, s'il ne sait pas comment son enfant il fonctionne, ça va être compliqué de l'accompagner et ça va être compliqué de s'impliquer dans son suivi, dans son parcours et dans les différents accompagnements. Donc j'aime bien cette petite métaphore parce que je trouve qu'elle marque bien les esprits. Le C'est bien, TDAH, la première. elle est incroyable. Ouais, elle est cool, hein. Mais elle est vraiment cool. Vraiment Ouais, cool. clairement. Le TDAH, la première des choses à rappeler, j'aime bien expliquer aux familles que ça fait partie des troubles du neurodéveloppement. C'est pas un trouble qui est isolé, il fait partie des troubles du neurodéveloppement, donc vous savez comme moi ce que c'est.
On va y retrouver le TDAH, on va y retrouver le TSA et on va y retrouver les troubles 10 dans ces troubles du neurodéveloppement. Pourquoi est-ce que je rappelle ça à chaque fois aux familles? Parce que pour moi, ça sous-entend deux choses. Premièrement, ça va rappeler que c'est un trouble de naissance. Et ça, c'est super important. Les parents, ils ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin de déculpabiliser et de comprendre que c'est pas de leur faute. C'est pas une question d'éducation. C'est pas parce qu'ils ont regardé trop d'écrans ou selon la place dans la fratrie ou un quelconque divorce. Le TDAH, comme tout trouble du neurodéveloppement, c'est un trouble qui est depuis la petite enfance et c'est pas de l'acquis. Les troubles du neurodéveloppement, vous savez comme moi ce que c'est, je ne vais pas revenir dessus. Par contre, là, ce qui est important de dire, c'est que les troubles du neurodéveloppement, donc ça apparaît dès l'enfance, ça représente 12 à 15% de la population mondiale. Donc c'est énorme. Nous, en tant que professionnels qui allons accompagner cette population, il faut absolument qu'on soit au fait là-dessus. Et on a un âge de diagnostic qui est entre 6 et 7 ans et on accompagne des enfants qui sont en plein dans cette tranche-là. Il y a eu, il n'y a pas longtemps, un sondage de quelqu'un qui l'a fait sur le groupe des ergots sur l'âge moyen des enfants qu'ils accompagnaient. On est en plein là-dedans. Donc c'est une population qu'on est très souvent confronté et à laquelle on est souvent amené à accompagner. Un point aussi important à rappeler aux parents, parce que le but c'est de leur donner des informations, qu'ils puissent un petit peu s'émanciper du soignant et qu'ils ne soient pas obligés de toujours revenir vers nous, c'est que au sein des TND, des troubles du neurodéveloppement, on dit la comorbidité, c'est la règle. Il y a 87% de chances, quand j'ai un trouble du neurodéveloppement, d'en avoir au moins un autre. Donc c'est absolument pas étonnant chez vos patients de retrouver un TDAH et une dyslexie, alors un TSLE maintenant, un TDAH et un TDC, voilà, de multiplier les troubles du neurodéveloppement. Et ça, c'est important que les parents ils le sachent parce que maintenant et dans le futur, du coup, ils seront un petit peu préparés à avoir d'autres difficultés à apparaître. Le TDAH, c'est surtout un trouble qui a assez mauvaise presse, on va pas se mentir. Sur les réseaux sociaux, on entend un peu tout et n'importe quoi. On a des études qui montrent qu'entre 50 et 90% de tout ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, c'est faux, c'est erroné. Il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu déformées et en même temps, je peux pas en vouloir à tous ces gens parce que finalement, c'est un trouble qui est très très mal décrit. Pour moi, les 3 symptômes qu'on nous apprend, qu'on voit un peu partout dans les livres et sur internet, ils sont trop flous et ils permettent pas aux parents de retrouver leurs enfants dedans. Les 3 symptômes qu'on nous dit à chaque fois, c'est l'inattention, l'hyperactivité, l'impulsivité. Mais en même temps, quand on les prend un par un et qu'on prend un groupe de patients TDAH, bah déjà l'inattention, difficulté à maintenir son attention dans la durée, à ne pas se laisser distraire sur les stimuli externes. Bah déjà, vous avez perdu quelques-uns de vos patients dont les parents vont vous dire mais si, il arrive très bien à se concentrer quand il est devant un écran ou si il est sur un jeu vidéo. Donc là, déjà, on a perdu l'engagement d'une partie du groupe. Ensuite, on passe à l'hyperactivité. La définition qu'on trouve principalement, c'est besoin constant de bouger, parle ou fait du bruit. L'enfant est agité, il bouge tout le temps dans les exemples. Et là, encore une fois, vous allez perdre une partie de votre audience parce que clairement, il y a des parents qui vont pas reconnaître leur enfant là-dedans. Il y a des enfants qui vont pas se reconnaître eux-mêmes. Et déjà, on a perdu encore une partie du groupe. L'impulsivité a du mal à attendre son tour, à différer une action, peut également avoir du mal à gérer ses émotions, garder son calme. L'enfant veut tout de suite, a du mal à attendre son tour et fait des grosses colères. Moi, j'ai plein de parents qui me disent non, ça ne représente pas mon enfant alors qu'il est totalement TDAH. Et au final, eh ben, on a perdu les 3 quarts du groupe parce que les définitions sont trop floues et pour moi, elles ne sont pas adaptées. Alors, comment j'explique le TDAH aux familles? Comment est-ce que je vous invite à le faire? Une explication assez rapide, je vais essayer de rester dans les temps, mais qui permet de planter un peu le décor à chaque accompagnement. Et pourquoi est-ce que je le fais et pourquoi est-ce qu'en début de chaque bilan, chaque accompagnement où j'ai une suspicion, où il y a un diagnostic avéré, j'investis ce temps-là? C'est effectivement pour l'engagement, mais aussi parce que j'explique à l'enfant. Si toi, tu ne sais pas ce que c'est que le TDAH, tu vas passer ta vie, ton enfance, à subir tes symptômes. C'est-à-dire qu'on va constamment te reprocher des choses où au fond de toi, tu sais que c'est pas de ta faute, mais tu sais pas ce que c'est parce qu'on t'a pas expliqué et tu vas être tout le temps dans un sentiment d'injustice et d'opposition. Aux parents, je lui explique et c'est là où ils font des grands oui et ils hochent la tête. De toute façon, dans mon cabinet, ils hochent la tête tout le temps. Je leur dis comment vous voulez accompagner un enfant qui a un TDAH au niveau de l'éducation, puisque la plupart du temps, une fois sur deux, vous avez une chance sur deux en fait de punir ce qui est de l'ordre d'un symptôme du trouble parce que ce sont des comportements que vous voulez pas voir apparaître, c'est des comportements que vous voulez pas encourager donc que vous allez punir, mais en fait ça fait partie du trouble, juste vous n'êtes pas suffisamment informé. Alors, comment est-ce que moi je leur explique les symptômes? Déjà, la première des choses, au niveau de l'inattention, j'explique que, je reviens un petit peu sur ce que c'est. L'inattention, effectivement, c'est le fait de ne pas arriver à maintenir son attention. Sauf que je dis toujours, l'inattention, c'est un symptôme qui est commun à plein de pathologies. Il va être commun au traumatisme crânien, il va être commun aux troubles de l'alimentation, aux apnées du sommeil et à tout plein d'autres pathologies. Alors, je leur fais la blague à chaque fois, je dis oui, c'est des pathologies, c'est pas très fun. Mais ce qui va être commun, justement, dans toutes ces pathologies, dans l'inattention, c'est le fait que je vais avoir du mal à me concentrer
tout le temps. Ça sous-entend que j'ai des difficultés attentionnelles dans tout ce que je vais entreprendre, que ça soit des choses que j'aime bien, des choses que j'aime pas, des tâches qui sont coûteuses, des tâches qui sont récompensantes, que ça soit pour un enfant des jeux vidéo comme des devoirs, des maths comme du français, je vais avoir du mal à me concentrer. Dans le cadre du TDAH, c'est pas ça. Et là, justement, les parents, ils reconnaissent un peu moins. Et puis, je leur dis, attention, dans le cadre du TDAH, c'est pas ça. L'inattention dans le cadre du TDAH, c'est le fait que je vais avoir de grandes difficultés à maintenir mon attention si et seulement si ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que, en fonction de l'intérêt que je vais porter à l'activité, je vais arriver ou non à me concentrer. Je vous donne un exemple. En classe, j'explique toujours aux enfants, et puis le but, c'est aussi, vous, en tant qu'ergo, de montrer que voilà, vous n'êtes pas juste un soignant de plus, ils en ont vu 15, de faire un peu la différence, montrer que vous êtes de leur côté et qu'on parle un peu le même langage. Je dis à l'enfant, on est d'accord que 90% de ce qui se passe à l'école, ça t'intéresse pas. Alors oui, il hoche la tête, il est d'accord, ah ouais, ça m'intéresse pas. Le parent est pas toujours content, mais ça, on s'en fiche un peu. Et du coup, j'enchaîne. Je dis, bah voilà, il y a deux situations. Ce qui va se passer 5 à 10% du temps, très rarement, tu vas tomber dans une classe où la leçon t'intéresse. La maîtresse, elle explique bien. Et là, alors là, tu es en hyper focus. C'est hyper intéressant. Tu vas boire les paroles de l'enseignante, tu vas être à fond dedans. Tout ce qui se passe autour, tu l'entends même pas parce que tu es hyper concentré. Et toi qui d'habitude attends avec impatience que ça sonne, oh, ça sonne, tu te fais prendre par surprise parce que 1 heure s'est passée en 20 minutes et limite, tu es un petit peu déçu parce que tu voulais savoir la suite. Alors là, tu rentres à la maison, t'en parles à papa et maman. Maman, tu sais, j'ai appris ça, nanana, nanana. Donc j'ai le parent qui fait des grands oui. On en parle à table, ça prend beaucoup de place. Je fais mes devoirs, j'ai une bonne note et tout se passe bien parce que ça m'intéresse. Le problème, surtout quand on est des thérapeutes de l'occupation, c'est de comprendre que 90% des occupations d'un enfant, bah, c'est pas intéressant. Que ça soit dans le domaine scolaire ou dans les routines du quotidien, c'est des choses qu'on répète quotidiennement, c'est des choses qui, pour moi, n'ont pas d'intérêt dans la tête d'un enfant de 6, 7, 10, 12 ans, et je vais pas y prendre de plaisir. Le problème, c'est du coup que dans la deuxième situation, 90% du temps, je vais arriver en classe, je vais m'installer, et au bout de 30 secondes, je vais me rendre compte que bah, ça m'intéresse pas. Et tout ce qui était déjà présent dans la première situation, quelqu'un qui parle, une mouche qui passe par la fenêtre, un oiseau. Et c'est là que je vais me dire, ah, c'est plus intéressant ce qui se passe là-bas que ce qui est en train de se passer au tableau. Et c'est ça le TDAH. C'est pas que je suis incapable de me concentrer, c'est à l'inverse que mon cerveau va se concentrer sur ce qu'il décrète être le plus intéressant dans la pièce. Donc si ça m'intéresse, on a tout gagné, je vais écouter, je vais pas me déconcentrer, je vais pas bouger et ça va pas me demander d'effort. Par contre, oh là là, la plupart du temps, si ça m'intéresse pas, eh ben ça va être très compliqué puisque mon cerveau va partir dans tous les sens. Ça, c'est l'inattention et ça vaut à l'école comme en dehors. Au niveau de l'hyperactivité motrice, on est, excusez-moi, non, je suis en visio. Désolé. Au niveau de l'hyperactivité, donc pareil, l'hyperactivité, elle est hyper mal définie dans ce qu'on entend. Pour la plupart des gens, un enfant hyperactif, c'est un enfant qui court partout, qui saute partout, qui monte sur les meubles. Mais c'est pas ça. Déjà, les trois quarts des personnes, quand je les ai au cabinet, des enfants qui sont en face de moi, bah, depuis tout à l'heure, ils se roulent pas par terre. Donc je lui dis, tu vois, si on s'en tient à cette définition, t'es même plus TDAH. Non, l'hyperactivité, c'est pas ça. Déjà, l'hyperactivité, il faut savoir qu'il y a deux formes d'hyperactivité dans le TDAH. La première, c'est l'hyperactivité motrice. Effectivement, le fait de bouger. Mais c'est pas courir partout, sauter partout et se jeter sur les meubles. Ça, c'est l'idée qu'on s'en fait. L'hyperactivité motrice, j'aime bien expliquer que c'est la conséquence de l'inattention. C'est-à-dire que, ah oui, pardon, si je passe pas les diapos, hop, hop, hop. L'hyperactivité motrice, c'est la conséquence de l'inattention. C'est-à-dire que dans la première situation où ça m'intéresse, où le cours est concret, où je suis honnêtement intéressé, je n'ai rien à compenser parce que je suis honnêtement intéressé. Le problème, c'est justement dans la deuxième situation où ce qui se passe, bah, ça m'intéresse pas. Et là, c'est compliqué parce que toute mon attention est tournée vers Julie qui est en train de raconter son week-end, mais en même temps, j'ai des comptes à rendre à l'adulte qui est en face de moi. Que ça soit la maîtresse, le prof ou papa ou maman qui me font faire les devoirs, ils attendent que mon attention soit dirigée sur ce qu'ils sont en train d'expliquer. Donc, il y a une espèce de combat intérieur qui va s'engager. C'est-à-dire que d'un côté, mon attention, mes sens auditifs, visuels vont partir vers la distraction, mais moi, je vais m'obliger à rester concentré. Et c'est là que l'hyperactivité motrice, elle va apparaître. Pas quand ça m'intéresse. Sauf que du coup, bah, on a l'impression qu'ils sont tout le temps hyperactifs parce qu'il y a énormément de choses qui les intéressent pas, qui sont pas suffisamment stimulants pour les intéresser. Et donc, du coup, je vais mettre en hyperactivité motrice. Mais encore quelque chose de subtil, c'est que l'hyperactivité motrice, c'est très socialement encadré. Quand j'ai un enfant de
de 8 ans, 10 ans, 12 ans, il va pas se jeter à plat ventre par terre dans la classe. Il y a le regard des autres, il y a les copains. Donc, il va se cantonner au périmètre de sa chaise et il va trouver des choses beaucoup plus discrètes pour arriver à assouvir ce besoin d'hyperactivité motrice. Et c'est là qu'on retrouve des parents qui nous disent: ah non, non, ils bougent pas en classe. Par contre, quand on leur dit: est-ce qu'ils mangent l'embout du crayon? Ah oui, tous les crayons, ils sont mâchouillés. Est-ce qu'ils démontent les stylos? Oh, il y en a pas un seul où il y a le capuchon, il y a la cartouche du bleu avec le contenant du rouge et puis le bouchon du vert. Et est-ce qu'il se balance sur sa chaise? Ah oui, il est tout le temps sur les deux pieds arrière. Et ben ça, c'est de l'hyperactivité motrice. Juste l'enfant va trouver des stratégies pour que ça soit un petit peu plus acceptable au niveau de la société et que les autres, ça ne les dérange pas. Mais c'est quand même de l'hyperactivité motrice. Et tout ça jusqu'à la prochaine récré où je vais pouvoir justement courir, sauter, jouer au foot, etc. tant que je suis en primaire et où on verra un déséquilibre quand je vais passer au collège puis au lycée parce que socialement, pareil, on joue plus, on court plus, on saute plus, on s'assoit sur un banc et on discute. Et c'est là où cette transition avec le collège, souvent, on doit accompagner nos jeunes. Mais en tout cas, l'hyperactivité motrice, elle est toujours présente. Il suffit d'avoir un œil un petit peu averti, de savoir que c'est pas juste quelque chose où les jeunes se jettent contre les murs et que c'est beaucoup plus discret que ça, c'est des stratégies beaucoup plus discrètes et on la repère dans tous les cas. Cette vidéo, elle est super bien, je peux pas la passer là, on n'a pas le temps, mais c'est une vidéo d'une étude qui montre le même jeune avec un TDAH qui regarde une vidéo de maths et une vidéo de Star Wars. J'ai pas besoin de lancer la vidéo pour que vous voyez le truc. La vidéo de maths, il tourne sur la chaise, il touche les trucs, il se met en tailleur, etc. La vidéo de Star Wars, il a pas bougé des 10 minutes. Pourquoi? Parce que c'est justement ça, c'est motivo-dépendant. Et on rappelle, le TDAH, c'est pas que je suis incapable de me concentrer, que je bouge partout, c'est ça m'intéresse, j'arrive à me focus, je ne bouge pas parce que j'ai rien à compenser et je ne ressors pas épuisé de l'activité. Si ça m'intéresse pas, je vais être en surcompensation permanente pour arriver à quand même essayer de maintenir mon attention sur cette dite activité sur laquelle on m'attend mais qui ne m'intéresse pas et je vais ressortir fatigué de l'activité avec un besoin moteur énorme. Et allez, on y va. On imagine que l'enfant, il n'a pas d'hyperactivité motrice, même si avec ce que je vous ai montré, vous allez voir que vous allez arriver un petit peu mieux à le détecter. Et bien, il y a quand même une deuxième forme d'hyperactivité, l'hyperactivité cognitive. L'enfant qui a un TDAH, puis l'adulte aussi, c'est un cerveau qui va très vite, qui va trop vite et qui bouge un petit peu dans tous les sens, exactement comme le corps, parce qu'il va constamment passer d'une idée à une autre, ce qu'on appelle passer du coq à l'âne. Alors j'aime bien faire rire les gens, du coup je dis, j'ai un jeune la dernière fois qui m'a sorti du coq à light, ça n'a rien à voir, c'est vraiment du coq à l'âne. Ça, c'est très pénalisant pour la personne TDAH et on en parle beaucoup moins de l'hyperactivité cognitive que de l'hyperactivité motrice. Mais en fait, c'est très pénalisant parce qu'au niveau social, ça amène quoi? Ça amène des enfants où les pères ont l'impression qu'ils ne les écoutent pas, ils s'en fichent de ce qu'ils racontent et qu'ils ne sont jamais attentifs aux discussions. Pareil, j'ai les parents qui hochent la tête et les enfants aussi. Et ouais, je vais vous donner un exemple tout bête. Un exemple que vous pourrez utiliser en consultation que vous donnez aux parents, vous allez voir la réponse des parents à chaque fois, c'est: vous avez mis des caméras dans la maison ou quoi? Cet exemple, c'est celui que j'ai appelé l'exemple du chat. Votre patient, il est à la maison, donc on va l'appeler Léo. Léo, il est à la maison, il est en train de goûter, il a un TDAH, et après l'école, donc il est en train de goûter, il a prévu d'aller jouer au Lego après. Et puis d'un seul coup, maman rentre dans la cuisine. Maman, elle arrive, elle dit: ah bah tiens Léo, ça tombe bien que tu sois là, j'ai croisé le voisin, il a perdu son chat. Situation de la vie de tous les jours. Donc là, les parents, ils froncent un peu les sourcils, ok, vous voulez en venir où? Je continue. Le voisin, il a perdu son chat. Ah bah tu sais, il était un peu triste, hein. Son chat, c'est un petit chat gris, il s'appelle Cookie. Bah, dès que tu as fini de goûter, tu débarrasses ta table, tu vas me chercher dans ma chambre et puis on ira l'aider à le chercher dans le quartier. Et d'un seul coup, on a notre Léo qui dit: eh, demain, c'est l'anniversaire de Lucas. Alors, rien de plus irritant pour le parent. Déjà, il vient de couper la parole, mais en plus, pourquoi tu dis ça? Bah en fait, pourquoi? Parce que notre Léo, il a entendu le voisin, il a perdu son chat. Et après, maman, elle parlait, hein. Visuellement, il voyait qu'il y avait sa bouche qui bougeait, mais en fait, il n'entendait plus rien parce qu'il s'est dit: chat, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un chat aujourd'hui. Qui c'est qui m'a parlé d'un chat? C'est pas la maîtresse? Eh non, c'est Lucas qui m'a dit qu'il est dans la cour de récré qu'à son anniversaire, je pourrais caresser son chat. Oh, mais c'est demain l'anniversaire de Lucas. Maman, demain, c'est l'anniversaire de Lucas. Et là, les parents, ils explosent de rire, les enfants aussi. Pourquoi? Parce que ils se reconnaissent totalement et surtout qu'il y a une succession de choses négatives qui vont s'enchaîner ensuite en cascade. Bah déjà, l'enfant, il a coupé la parole. Alors, j'explique toujours, hein, quand c'est le papa ou la maman, ça peut être irritant après une journée de travail, mais c'est la famille, donc c'est pas grave. Quand c'est un enseignant ou quand c'est un copain, ça crée de la distance avec le cercle social. Mais surtout, bah, l'enfant, il a rien écouté. Donc, en fait, il débarrasse sa table ou non s'il y pense, et puis il part jouer au Lego. Et 20 minutes après, vous avez la maman qui arrive et qui dit: bah, t'es pas prêt? Prêt pour quoi? Pour aller chercher le chat. Quel chat? Mais tu te moques de moi, on en a parlé il y a 20 minutes. Alors là, les parents, ils sont morts de rire. Et ouais. Et vous avez plein de parents qui vont vous dire: ouais, il écoute pas, il comprend pas les consignes, etc.
Alors qu'au final, c'est de l'hyperactivité cognitive, qu'il la comprend très bien, la consigne. Juste, pour lui, elle n'a jamais été encodée dans son cerveau parce qu'elle est rentrée dans une oreille, elle est sortie par l'autre parce qu'il était en vagabondage mental. Donc ça, c'est des exemples que vous pouvez réutiliser. Et en classe, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que votre élève et votre jeune, il est en classe, il peine à finir d'écrire, il se passe un truc dans la cour, et puis voilà. Et puis là, la maîtresse, elle dit, allez, vous pouvez commencer. Commencer quoi? Bah, l'exercice. Ah oui, mais il faut faire quoi? Non, mais Léo, je viens d'expliquer, tu te moques de moi. Et puis, donc voilà. Et puis, au bout d'un moment, votre jeune, il a plus envie de se faire reprendre devant toute la classe. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à un copain. Il a un mot pour bavardage, mais c'est pas juste, je demandais ce qu'il fallait faire. T'avais qu'à écouter et ça monte en mayonnaise. Donc, l'hyperactivité motrice, c'est autant, voire plus pénalisant dans certaines situations pour certains jeunes que l'hyperactivité cognitive. Donc, s'il y a quelque chose à retenir là-dedans, qu'on arrête de me parler de TDA, hein, de troubles de l'attention sans hyperactivité, qu'on arrête de me dire mon enfant, il est TDAH sans H, etc. Il y a toujours de l'hyperactivité. Il y a des prédominances. En fonction des périodes de la vie, on ne va pas pouvoir tout détailler en une demi-heure, mais en fonction des périodes de la vie, mes symptômes, mon TDAH ne va pas réduire, mais mes symptômes et l'impact de mes symptômes vont être différents, mais on retrouve toujours, quand on en a la bonne définition, de l'hyperactivité, qu'elle soit cognitive, motrice ou les deux. Et enfin, le troisième symptôme, c'est l'impulsivité. Celui qu'on oublie toujours. Pourquoi? Bah parce qu'il n'est pas dans le nom. Le TDAH, le trouble du déficit de l'attention, avec ou sans, ça me fait un peu grincer, hyperactivité, mais ça devrait être le TDAHI avec l'impulsivité. Pourquoi? Parce que l'impulsivité, c'est tout aussi présent que les deux autres, tout aussi pénalisant, et on n'en parle quasiment jamais. Jamais j'ai un patient ou un parent qui va me le citer, et puis après, quand je lui dis, il me dit, ah oui, mais c'est vrai, ah mais c'était du TDAH ça, et voilà. L'impulsivité, c'est quoi? Dans la pensée générale, une personne impulsive, c'est une personne qui va taper dans le mur, qui va acheter des choses, etc. Non, c'est pas forcément dramatique, mais c'est littéralement le fait de dire ou de faire quelque chose sans penser aux conséquences que ça va avoir derrière. Donc déjà, les parents, ouais, ils hochent la tête comme ça, pareil, ils me regardent, ah ouais, ouais, allez-y, continuez. L'impulsivité, c'est dire ou faire quelque chose sans penser aux conséquences que ça va avoir derrière. C'est que je freine pas. C'est un enfant qui, à l'oral ou de façon physique, va faire ou dire quelque chose sans penser aux conséquences qu'il va y avoir derrière. Et il va s'en rendre compte immédiatement quand c'est trop tard. Et c'est très facile à détecter parce que c'est la tête de votre patient qui dit j'ai pas fait exprès, je voulais pas faire ça, je suis désolé. Voilà, les parents ils peuvent limite le dire en face de moi et qui, si on le punit pour ça, va dire c'est pas juste, j'ai pas fait exprès. Au niveau oral, l'impulsivité, c'est quoi? C'est je coupe la parole, je parle alors que c'était pas mon tour, je vais dire un secret. Mais c'est aussi quand voilà, je perds le contrôle des émotions, je vais dire des phrases très dures, comme à mon frère, t'es plus mon frère. À ma mère, je t'aime plus. Parce que au moment où je le dis, il faut que ça sorte, je sais plus comment faire, j'ai pas les armes, et je le dis. Et tout de suite, immédiatement, quand j'ai le feedback de la personne en face, quand je me rends compte de ce que je viens de dire, tout de suite, je suis désolé. C'est ce qui fait d'ailleurs la différence entre un TDAH et un comportement antisocial, hein. C'est que justement, j'ai presque un regret quasiment immédiat, vraiment un regret qui se fait tout de suite. Mais c'est trop tard, c'est déjà dit. Et ça va me porter énormément de préjudice dans le cercle social aussi. Alors bien sûr, il y a l'impulsivité dans les réponses, répondre sans se relire, etc. Mais il y a aussi cette impulsivité, parce qu'on le rappelle, le TDAH, c'est pas que l'école, cette impulsivité dans la vie de tous les jours, à chaque fois qu'il y a de l'oral. Au niveau physique, c'est pareil. Je vais faire quelque chose sans penser à toutes les conséquences qu'il peut y avoir derrière. Un exemple que j'aime bien donner. Dans mon cabinet, j'ai une boîte avec plein de fidgets, des hand spinners, des pop-it, etc. Et puis au milieu de tout ça, j'ai un élastique en gélatine. Alors c'est le seul de la boîte, je suis tout le temps obligé de... Je les achète par trois, je suis toujours obligé de les renouveler. Pourquoi? Parce que j'explique tout ce que je suis en train de vous expliquer. Alors je détaille beaucoup plus, hein. Des fois ça prend une heure et demie à la famille. Et puis du coup, je donne cette boîte à l'enfant pour qu'il puisse manipuler, passer d'un objet à un autre. Et à chaque fois, je le vois, ça loupe pas. Je vois l'enfant qui prend l'élastique. Et je sais ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que vous le voyez arriver. L'enfant, il prend l'élastique dans les mains. Il tire. Oh, je vois écarquiller les yeux, regarder d'un côté et de l'autre. Oh, ça grandit. Et il tire, et il tire, et il tire. Et au bout d'un moment, clac. Et clac, c'est quoi? C'est deux choses. C'est soit, dans le pire des cas, ça part dans l'œil de sa mère, et alors là, il va falloir désamorcer la situation, soit juste l'élastique se casse, mais dans tous les cas, c'est une maman qui interrompt la conversation parce qu'elle est surprise par le bruit, et dit mais pourquoi t'as cassé l'élastique d'Axel? Ou pourquoi tu me l'as mis dans l'œil? Et l'enfant tout de suite, j'ai pas fait exprès. Mais enfin, tu tires sur un élastique, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Oui, je sais, mais j'ai pas fait exprès. Ah bah vous voyez, ça m'énerve, il a jamais fait exprès. Mais ouais, mais c'est ça de l'impulsivité. C'est-à-dire que l'enfant, on lui dit à froid, tu tires sur un élastique, qu'est-ce qui se passe? Alors s'il est ado, il va vous dire un peu de façon dédaigneuse, bah il grandit. Non mais ok, mais qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Bah il se casse en deux, il le sait. Mais là, sur le coup, impulsivité, moi je voulais juste voir jusqu'à où il allait l'élastique.
Et pas une seule seconde, je me suis dit que bah, la finalité, c'était quoi? Il allait forcément se casser en deux. Et c'est quand j'ai le feedback, soit visuel de la personne en face, soit visuel de la conséquence de l'objet qui se casse, de la conséquence de ce que je viens de faire, que là, je m'en rends compte, mais c'est déjà trop tard. Et c'est ça qui amène justement ce sentiment d'injustice de c'est pas juste. Donc, quand j'entends des on est tous un peu TDAH, moi j'ai jamais un papa, c'est souvent, je le dis, hein, les papas souvent ils sont un peu, ils arrivent au cabinet, bon ouais, ils y croient moyennement, ils repartent, ils sont convaincus parce que je prends vraiment le temps de leur expliquer, de leur détailler. Mais j'en ai beaucoup qui au départ me disent, juste au départ quand j'explique l'inattention, me disent ouais ben on est tous un peu TDAH. Non. Oui, on a tous plus d'affinité avec certains sujets que d'autres. Oui, quand j'ai pas de TDAH, je vais avoir un peu plus du mal à me poser un après-midi par an sur mes impôts que devant un match de foot, on est tous d'accord. Maintenant, quand pour chaque occupation que j'entreprends dans mon quotidien ou ma scolarité, c'est une science exacte, si ça ne m'intéresse pas, si c'est pas des plus challengeants, s'il n'y a pas de nouveauté, pas de renouvellement, ce qui représente une minorité de ce que j'entreprends, je vais soit échouer, soit aller à l'abandon, soit pour obtenir un résultat tout juste moyen ou au même titre que les autres, je vais avoir un contre-coup énorme en termes de fatigue. On n'est pas sur Monsieur Tout-le-Monde, on est sur un trouble du neurodéveloppement qui mérite d'être expliqué et accompagné. Des infos qui sont importantes parce qu'on est aussi là pour donner des outils à des professionnels de santé que vous êtes et pour vous donner des petits tips. Quand on dit c'est le trouble à la mode et des trucs comme ça, je vais vous montrer que non, hein. Le TDAH, il y a 10 000 études et il y a une première description en 1777. Donc quand on dit que c'est le truc à la mode et que ça fait pas longtemps, je peux vous dire que ça fait un moment qu'on étudie dessus et qu'on a des traces dans la littérature. Et puis 10 000 études, c'est plus que solide. Il y a autant de personnes TDAH que de personnes diabétiques. Ça, c'est quelque chose qui... Parce que les patients, il faut leur donner, hein. Nous, on a notre version soignant, mais eux, ils aiment bien ce genre de phrase. C'est ça qui marque les esprits. Il y a autant de personnes TDAH que de personnes diabétiques. Pourtant, personne ne remet en cause le diabète. Personne ne remet en cause son traitement et personne va dire tu fais exprès ou motive-toi un peu pour pas avoir de difficultés qui arrivent avec le diabète. Les filles sont moins diagnostiquées. Dans les années 2000, on était à 4 pour 1. Aujourd'hui, on est à 2 pour 1. Et ça, pourquoi? Ça vient appuyer ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez le dire pendant la discussion, du côté hyperactivité motrice qui est hyper socialement encadré. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, voilà, pour dire c'est bien, c'est pas bien, bien sûr que non, c'est pas bien, mais une petite fille a moins le droit au niveau de la société de bouger qu'un petit garçon. Sauf que le problème, c'est que la petite fille, on dit toujours elle est rêveuse, elle est au fond de la classe, elle dérange pas. Celui qui dérange, c'est celui qui est debout à pieds joints sur la chaise. Et c'est lui qu'on va envoyer chez un médecin, c'est lui qu'on va envoyer chez un neuropsy et qui finalement va avoir un parcours diagnostique. Donc il faut être aussi vigilant aux petites filles, il faut aussi être vigilant à vos patientes parce que même si c'est moins visuel, il y a aussi, avec un œil averti et en se formant, la possibilité d'en diagnostiquer tout autant. C'est une parité égale hein, dans le monde. Il y a 50-50 chez les garçons et chez les filles. Et enfin, sur 77 pays, la prévalence est la même et n'a pas bougé depuis 30 ans. Donc quand on me dit c'est trouble à la mode et ça fait 10 ans, non, c'est la même prévalence. Après, forcément, il y a tout un tas de choses qui vont avec, un contexte. On est de mieux en mieux formé, il y a de plus en plus d'outils de dépistage. Voilà, les réseaux sociaux aident aussi, apportent pas que du bien, mais en apportent aussi un petit peu. Ça permet aux gens de se questionner, de venir plus facilement d'eux-mêmes en consultation. Mais ça fait 30 ans que les prévalences dans 77 pays du monde n'ont pas bougé. Et du coup, comment ça fonctionne? Eh bien, il me reste 2 minutes et demie, donc ça va être un peu court pour vous expliquer tout ça. Il va falloir qu'on reprenne un rendez-vous, je dis aux parents. Mais pour vous expliquer très rapidement, pour vous caricaturer, je suis pas là pour faire du scientifique, ça c'est dans les études, c'est dans les formations que vous ferez. Moi, je suis là pour comment est-ce que je l'explique aux patients. Eh bien, j'explique tout simplement aux patients que dans le cadre du trouble du neurodéveloppement, souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit un trouble du neurodéveloppement, développement du cerveau, il y a une partie du cerveau qui fonctionne différemment. On est là pour caricaturer, pour expliquer, pour imager, ok? Vous n'êtes pas là pour faire passer des ECTS à vos patients. Donc, je leur explique, une partie du cerveau qui fonctionne différemment. Cette partie du cerveau, elle s'appelle le système de récompense. Le système de récompense, c'est ce qui permet à un enfant, à un camarade de classe de votre fils qui lui a un TDAH, et ben ce camarade de classe qui lui n'a pas de TDAH, il a le même âge, il a les mêmes centres d'intérêt. Lui aussi, 90% du temps, ça va pas l'intéresser ce qui se passe en classe, et pourtant, il arrive à écouter 100% du temps, à autre mesure, on est bien d'accord, mais il arrive à écouter sans détruire ses fournitures, sans bouger dans tous les sens et sans avoir l'impression qu'on récupère un enfant qui est complètement épuisé à la fin de la classe. Moi, j'ai une maman pas plus tard que tout à l'heure qui me disait, mais moi, quand je le récupère, et j'ai adoré cette définition, elle me dit, c'est un lion en cage, il est prêt à exploser. Bah, notre camarade de classe, là, qui n'a pas TDAH, il ressort pas comme ça. Hein, c'est pas la norme de ressortir épuisé de la classe, épuisé du cours. Pourquoi est-ce qu'il arrive à faire ça? On va l'appeler Léo, notre camarade qui n'est pas TDAH. Bah parce que Léo, tout comme notre patient, eh ben, dans la situation numéro 1, quand ça l'intéresse,
son système de récompense, il ne s'active pas. Pourquoi? Parce que ça l'intéresse honnêtement et il n'y a pas besoin de compensation. Donc, notre patient, comme Léo, ils arrivent à écouter le cours, c'est intéressant, ils ne sont pas happés par les stimuli et ils n'ont donc pas besoin de compenser par l'hyperactivité motrice. Le problème, c'est qu'on fait une récré, on revient en classe et là, le cours est ennuyant à mourir. Et Léo, il arrive toujours à écouter. Pourquoi? Parce que son système de récompense va venir compenser justement. Le système de récompense qui est régi par l'hormone de la dopamine, l'hormone du plaisir et de la récompense, c'est ce qui va permettre à une personne non TDAH d'entreprendre une activité qu'elle l'intéresse ou non, du début à la fin, même si personne n'est là pour l'applaudir, pour lui donner un sou ou pour le récompenser. Et du coup, pourquoi? Parce que dans la situation numéro 2 où ça m'intéresse pas, notre Léo qui n'a pas de TDAH, lui aussi ça l'intéresse pas. Lui aussi, il commence au niveau sensoriel à avoir des informations et à entendre qu'il y a des choses qui pourraient être plus intéressantes. Mais son cerveau, circuit de récompense va lui envoyer de la dopamine pour dire non, 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 on régule tout, reste concentré sur ce qu'il y a, on te récompense et ça lui permet d'inhiber. Donc Léo, situation numéro 1, ça l'intéresse, même pas de circuit de la récompense, il arrive à écouter. Situation numéro 2, ça l'intéresse pas, le circuit de la récompense va l'aider à compenser tout ça et va faire en sorte que ça devienne plus intéressant que Julie qui raconte son week-end ou l'oiseau qui passe par la fenêtre. Notre patient, nous, situation numéro 1, il arrive très bien à écouter, puisque le circuit de la récompense qui est défectueux n'est pas en jeu. Par contre, situation numéro 2, 90% du temps à l'école, dans les routines, etc., il s'installe. Son cerveau détecte au bout de 30 secondes que ça ne l'intéresse pas. Lui aussi, son cerveau, malgré ce qu'on pourrait penser, son circuit de la récompense va s'activer. Lui aussi, son circuit de la récompense va envoyer de la dopamine. Mais les neurotransmetteurs qui sont la police de la dopamine, c'est comme ça que j'explique à mes patients, la police de la dopamine, qui sont là pour réguler le niveau de dopamine, ils vont en récupérer trop et trop vite. Même effet que s'il n'y en avait pas qui avait été sécrété. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, là où normalement, Léo, ça l'a aidé à rester concentré, eh ben, moi, mon enfant, il se passe rien. Donc, il va quand même s'intéresser à Julie qui est en train de raconter son week-end. Et ça, c'est ce que je veux vous faire comprendre, c'est que le TDAH, il ne faut pas le voir comme un enfant incapable de se concentrer, c'est l'inverse. C'est un enfant qui va très bien se concentrer sur ce que son cerveau décrète de plus intéressant dans la pièce. Et la vraie phrase pour pouvoir chausser vos lunettes de la dopamine, c'est pas ah, c'est plus intéressant ce qui se passe là-bas. C'est mon cerveau qui se dit ah, il y a plus de dopamine à aller chercher là-bas, c'est plus intéressant. Et une fois qu'on a compris ça, on comprend que c'est pas juste un enfant qui a pas envie, un enfant qui manque de volonté, qui manque de motivation. C'est un enfant qui, très rarement, bah, du coup, va surprendre à aimer quelque chose et arriver à s'investir, mais un enfant qui, pour la plupart du temps, va être happé par tout ce qui se passe autour, un besoin neurologique, ça se passe en interne, et lui, il va passer toute son heure à combattre quelque chose qui l'attire à l'intérieur de lui, donc un besoin humain, il va passer son heure à le combattre en essayant de se stimuler en vain, en se fatiguant, en s'épuisant, en mangeant en bout du stylo, etc. Et donc, demander à un enfant TDAH qui n'est pas traité et pour lequel il n'y a pas d'adaptation, écoute et ne bouge pas, c'est un non-sens. C'est-à-dire qu'il faut un des deux. Soit il écoute et il bouge, soit du coup, ok, il bouge pas, mais il ne faut pas croire qu'il va écouter tout ce qui se passe et qu'il arrivera à vous restituer le cours après. Cette question de la dopamine, elle est hyper importante parce qu'une fois que je l'ai compris, c'est ce qui va me permettre d'analyser et d'observer les comportements de mon patient. Et moi, je suis censé y être formé, mais surtout, le parent va pouvoir maintenant comprendre, parce qu'il n'y a rien de pire que l'incompréhension. Il va pouvoir comprendre pourquoi est-ce que au collège, mardi, il a 8 heures de classe, il a 1 heure de devoir le soir, c'est passé comme une lettre à la poste. Mercredi matin, il a 3 heures de cours, dont 2 heures de sport, il a 10 minutes de devoir et il refuse de s'y mettre et il repousse et c'est insurmontable et en tant que parent, ça fait péter un câble pour citer leurs mots. Bah en fait, quand on m'a expliqué tout ça, je comprends qu'en fait, oui, c'était 1 heure de devoir le mardi soir, mais c'est la matière qu'il adore et c'est le prof dont il me parle depuis le début de l'année. Donc là, bah, je vais le laisser plus en autonomie. Et par contre, mercredi, c'est les maths, il déteste ça, il est en difficulté depuis 3 ans. Bon, bah là, je vais être plus présent avec lui parce que je comprends son système. Et rien que ça permet déjà de voir beaucoup de choses. Pour terminer très rapidement dans les choses, je suis obligé de vous, voilà, vous donner des petites brides de choses, hein. Vous vous doutez bien, quand je fais la dernière conférence que j'ai fait là-dessus avec le même diapo, j'avais 3 heures, là j'ai eu qu'une demi-heure, c'est déjà top. Des choses vraiment importantes à retenir, le diagnostic. Si vous expliquez correctement le TDAH à la famille, aux parents qui se reconnaissent, expliquez-leur justement le diagnostic, plusieurs choses. Le bilan neuropsychologique n'est pas un diagnostic. Ça coûte extrêmement cher, ça prend beaucoup de temps. Et au pire, je dis aux parents, je le dis même pas pour vous, pour l'enfant, ça lui prend du temps, ça lui coûte de l'énergie. Et hyper ne serait-ce que juste pour le fait qu'il passe 3 heures à faire ça et pas autre chose, c'est bon de rappeler que un bilan, un diagnostic de TDAH ne peut être fait que par un médecin spécialisé, pédiatre, neuropédiatre, neurologue, pédopsychiatre. Le bilan neuropsychologique, oui, permet de mettre des tiers-temps, oui, permet de mettre des aménagements, oui, satisfait tout à fait l'école, la maîtresse et la classe, mais nous, on accompagne un patient pas pendant
9 mois d'une année scolaire, on l'accompagne sur sa vie future. Et sans le diagnostic, il y a un paquet de choses, de reconnaissance, de situations d'injustice, de moments où les profs vont pas y croire. Donc c'est important, au vu du délai pour avoir un rendez-vous, d'accompagner vos patients là-dedans. OK? Pour la reconnaissance et administrative, donc pour lui expliquer le trouble et pour faire valoir ses droits, pareil, il y a plein d'aménagements qui ne passeront pas en termes d'épreuves officielles, d'examens, de RQTH, de choses comme ça, avec un simple bilan neuropsychologique si on n'a pas un diagnostic. Et enfin, pour le traitement, c'est pas obligatoire. On traite pas tous les enfants, mais s'il y a un enfant qui en a besoin, eh ben, sans diagnostic, il pourra pas y avoir accès, donc c'est important. Je finis avec mon mini instant de pub. J'ai écrit un livre il y a un an de ça à peu près, un peu plus d'un an, qui marche super bien en ce moment, qui s'appelle Léo et les zigzagouilles à la découverte du TDAH. C'était un livre qui était censé rester entre les quatre murs de mon cabinet à la demande de mes patients pour justement tous ces parents qui arrivent pas à ouvrir la discussion avec l'enfant, arrivent pas à expliquer. Mon but, c'était d'écrire un tout petit livre. Il fait 35 pages pour que les parents puissent passer un moment ensemble avec l'enfant, ouvrir la discussion. Et surtout, ce qui me rapporte à chaque fois, c'est un enfant qui, au fil des lignes, va dire: voilà, maman, c'est ça qui se passe dans ma tête, et qu'après, on puisse ouvrir la discussion et discuter ensemble. Et également, ouvrir la discussion avec le coparent qui, lui, est peut-être un peu moins présent dans le parcours de soins. Et enfin, peut-être que vous m'avez déjà vu ma tête passer. En ce moment, je passe un peu partout. Je suis sur Instagram avec @axel-TDH. On est 33 000, je crois, ce soir. Et ça fait 3 mois que j'ai lancé ça et ça marche plutôt pas mal. Donc, il y a toute une mine d'informations que j'ai pas pu vous transmettre ce soir, mais que vous pourrez retrouver dessus. Waouh! Pari tenu. Je t'entends pas, Yanis. Est-ce que, est-ce que tu m'entends là? Allô, allô? Me dites pas que j'étais muté depuis le départ parce que là, vraiment, ça va pas me Non, faire rire. moi je t'entends bien, Non, pas. Yanis. Ah, tu m'entends? Ce Oui. serait une mauvaise blague, vous me l'auriez pas dit. Alors pourquoi je C'est- vous entends pas? Moi, j'entends ni Mélodie ni Yanis. Ok. Attends, je t'enlève et je te remets. Est-ce que tu nous entends? Allô? Est-ce que dans le chat, alors je ne vois pas le chat, mais est-ce que dans le chat, vous entendez Mélodie et Yanis? Dites-nous tout ça. Ah, c'est vraiment top. Toi, Mélodie, tu m'entends là? Ouais, je vous entends tous les deux, sans aucun souci. Mais Je vois Ok. pas le chat, hein, Yanis, tu veux le remettre pour que je puisse voir. ah oui, oui, oui. Bon, Axel, il n'y a que Axel, toi tu qui dois nous entends rétablir pas. le son. Ouais. Alors, est-ce Attends, que attends, si attends. je quitte et je reviens, peut-être? Je sais pas. Là, tu nous entends? Attendez, je veux pas prendre du temps sur la partie de Mélodie, donc. Ben, je sais pas. Je ne l'ai pas. Écoutez, je vais quitter et puis je vais essayer de revenir, ça vous va? Ok. Bon, en tout cas, en attendant qu'ils reviennent, vous avez vraiment pris full valeur là en 30 minutes. C'était incroyable. Masterclass de psychoéducation. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, Mélodie, mais je trouvais ça ouf. Ouais, c'était hyper riche et dense. Ah ouais, incroyable. Ouais, Euh, ouais, ouais. on sent qu'il a vécu de, on sent qu'il a vécu de Je vous l'intérieur, tu vois. entends. Ah ben Voilà, voilà, Je c'était vous génial. entends, ça vraiment y est. bien. On était Très rapidement, oui. avant de passer là pour la mélodie, là, clairement, quand je termine ce moment aux parents, je leur dis, là, je vous ai rien expliqué. C'est une goutte d'eau dans le lac Léman. Moi, j'habite à côté de la Suisse. Là, je vous ai rien dit. C'est une goutte d'eau dans la Méditerranée. Il y a tellement de choses à savoir sur le TDAH. Formez-vous. Faites, il y a un tas de formations qui existent. Je suis obligé de le placer aussi en fin d'année. J'ouvre mon organisme de formation. Il faut faire avancer les choses. J'étais au Canada il y a 3 semaines. La francophonie, on a plein de ressources. On a énormément de choses. Formez-vous à ce trouble pour pouvoir accompagner au mieux les patients, s'il vous plaît. Voilà. Ouais, on était en train de dire que c'était vraiment une masterclass. Paris tenu en 30 minutes là. Ouais. Full valeur, incroyable. Et on sent que tu l'as vécu de l'intérieur aussi, Ouais. Oui. avec des explications tellement concrètes que c'était vraiment, franchement, ça, je pense que ça doit faire vraiment écho aux parents quand ils arrivent dans ton cabinet. Ils Ouais. ressortent avec des mots à mettre sur quelque chose d'assez flou quand même, avec tout ce qu'on entend sur les réseaux, etc. Mm. Euh, c'est pour ça que je trouve que c'est full valeur, quoi.
Ouais, c'est tellement précieux C'est le parce qu'il y but. a pas beaucoup de pros qui prennent le temps. Enfin, on n'a pas trop le temps, en fait, hein. Les médecins qui posent les diagnostics, je pense que j'ai jamais entendu une personne qui a eu de la psychoéducation comme ça. Alors pour ce côté-là, moi je leur dis justement, je travaille avec Ouais. une pédiatre, j'ai la chance d'avoir une pédiatre qui est excellente dans Mmh. le coin, mais par contre je leur dis, vous allez être surpris, hein. Un diagnostic de TDAH, vous allez ressortir et ils reviennent, ils me disent, c'était que ça. Je dis, mais attendez, pour un Mmh. diagnostic de TSLE, vous ne sortez pas après 1 heure d'orthophoniste en disant c'est tout. Non, c'est ok, c'est ça, c'est ça. Ben, le Mmh. diagnostic du TDAH, c'est clinique, hein. Il n'y a pas 3 heures de Ouais. test, il n'y a pas, tu fais plus de 28 secondes, t'es TDAH. C'est un diagnostic clinique, c'est 9 critères d'inattention, 9 critères d'hyperactivité, impulsivité. Si j'en coche plus de 6 pour un enfant, plus de 5 pour un adulte, c'est un TDAH et c'est un diagnostic qui se veut clinique et différentiel, où le médecin va vraiment voir que c'est pas autre chose. Mais ça prend pas beaucoup de Mmh. temps. Et je dis aux familles, écoutez, les médecins, ils sont tellement surchargés, allez chercher votre diagnostic. Moi, je m'occupe de la psychoéducation, ils n'ont pas le temps de le faire, et pas toujours forcément. C'est aussi des médecins, des pédiatres qui sont, on va dire, plus spécialisés, mais qui doivent être quand même généralistes de toutes les pathologies, tous les troubles du neurodéveloppement, tout ce qu'on va retrouver en pédiatrie. Donc, je dis, allez chercher votre diagnostic, et nous, en tant que paramètres, on a plus le temps, on Ouais. va travailler là-dessus parce que c'est important. Mmh. Ok, il y a quelques questions. On va y répondre maintenant parce que c'est chaud Ouais, sur ta présentation. Et Mmh. Mélodie, on débordera Bien un peu. sûr, Tu prendras 30 ça minutes, on marche. débordera un peu. Je pense que de toute façon, ouais, même si on a prévu 1 heure, les gens ils peuvent rester 1 heure et quart, ceux qui sont intéressés. ouais. On est beaucoup en direct. On est 80, 89, on était 97. Ça fait presque la moitié des inscrits. Donc franchement, ça veut dire que Mmh. le sujet intéresse de fou. Ouais. Donc il y a eu quelques questions dans le chat. Donc déjà, il y en a une de. À un moment, tu as parlé de impulsivité. Et Mm. je crois que c'est Madi qui demandait est-ce que c'est pas un manque d'inhibition plutôt? Exactement. L'impulsivité, mais moi, comme je le dis, je suis ni ce soir, je vous explique comme j'explique aux parents, je veux pas en faire des médecins, moi, mes parents. Je veux qu'ils comprennent, par exemple, concret, même au niveau de la dopamine. Les personnes qui sont vraiment formées savent que j'ai arrondi quelques angles. Le but, c'est de donner une explication qui soit fonctionnelle pour ce qu'on va mettre en place et que je puisse m'appuyer dessus. L'exemple que je donne à chaque fois, justement, c'est que l'impulsivité, c'est un manque d'inhibition. C'est justement le fait que, et je donne l'exemple, c'est exactement le même principe pour ceux qui travaillent ou qui ont travaillé en gériatrie que les personnes âgées à 80, 85 ans, quand elles commencent à être un peu plus bourrues avec le personnel soignant, un peu plus cash, c'est pareil. C'est un manque de filtre que eux vont prendre avec l'âge, mais que l'enfant qui a un TDAH va avoir dans tous les cas. Et ça, sur le coup, ben, effectivement, c'est un manque d'inhibition. On va pas forcément pouvoir le travailler, on va pouvoir voilà, faire il y a quelques méthodes qui permettent de, voilà, mais après au niveau du transfert, ça c'est une autre chose, mais c'est totalement un manque d'inhibition. Mais quand je le dis aux parents, ça parle mieux de dire, il freine pas, il n'a pas de filtre, Ouais, que c'est de largement. l'inhibition. C'est clair. Ok. Une autre question que je trouve intéressante, c'est que du coup, Axel, est-ce que tu fais principalement des temps de guidance par enfant au cabinet ou est-ce que tu réalises aussi beaucoup de séances de rééducation uniquement avec l'enfant? Question de Marion. Alors moi, je travaille tout le temps. Moi, j'explique aux parents que justement, j'ai 2 casquettes. C'est comme ça qu'on présente le cabinet. Quand ils viennent au cabinet, déjà, il y a 2 motifs de consultation. Je passe par Doctolib. Il y a bilan en ergothérapie et il y a consultation d'informations sur le TDAH en visio ou au cabinet. Et je reprends avec eux. Je dis, il y a 2 choses. Nous, on est spécialisé, donc puisque je travaille avec ma femme, on travaille justement sur ces 2 points. Si les difficultés, j'explique aux parents, je ne vais pas vous apprendre le métier, si ce sont des difficultés occupationnelles que votre enfant rencontre dans la vie de tous les jours, des activités concrètes, d'écriture, de compréhension des consignes, de gestion du matériel, d'habillage, de tenue découvert, etc. Là, c'est avec l'enfant que je vais le travailler. Ça passe par un bilan ergo et un accompagnement en ergo avec des séances au cabinet des adaptations. Et le fait qu'il soit TDAH, on va le prendre en compte, on le prendra en compte mieux que quiconque, mais ça va pas faire une grosse différence. Par contre, si vous venez au cabinet pour le motif de consultation, il est TDAH, juste ça, pour le TDAH, et que ça n'a pas forcément d'impact direct, que on me dit, oui, il est TDAH, je vais en apprendre, non, non, mais il va bien, tout va bien, à la maison, c'est cool et tout. Bah là, dans ces cas-là, ce travail, je le fais avec le parent, parce que je prends toujours un temps d'explication à l'enfant, mais je lui explique, le parent, c'est lui qui va accompagner l'enfant. Le but de la guidance parentale, pour moi, c'est justement former le parent à être expert de son enfant et surtout, moi, mon maître mot, c'est l'émancipation du soignant. Je veux que le parent, il ait plus besoin de moi maintenant et dans les activités futures. Votre enfant, dans 3 ans, il va avoir accès à une nouvelle panoplie d'activités parce qu'il aura grandi, il aura pris en maturité, il aura un téléphone, il rentrera à pied, etc. Je veux pas qu'à chaque fois, vous deviez me rappeler pour dire, Axel, nouvelle activité, on fait quoi avec le TDAH? Non, c'est que vous ayez suffisamment compris, que vous soyez suffisamment expert à votre échelle du TDAH de votre enfant pour pouvoir l'accompagner et faire ce transfert sur les nouvelles activités. Ça, c'est des mots très ergo, hein, le transfert des acquisitions et des apprentissages sur des nouvelles activités quand il y aura accès.
Waouh, génial. Dernière question que moi je te pose, Ouais, c'était par rapport au. Tu personnalises chaque explication, parce que tu disais que par exemple, il faut qu'il y ait de l'intérêt pour que l'enfant soit. bien évidemment. Ouais, Bien. et à quoi tu t'accroches en séance pour avoir une explication personnalisée, comment tu fais? Alors, moi, j'ai une chance. Je suis pas très vieux. Finalement, j'ai quoi? J'ai 10, 15 ans d'écart avec mes patients. Je joue énormément aux jeux vidéo. Je suis un garçon, ce qui représente une grande partie de la population qu'on accompagne. Moi, personnellement, dans mon cabinet, j'ai beaucoup plus de garçons que de filles. Et dès qu'il arrive, je scanne son âge, à peu près ce qu'il aime. Et je vais jouer un peu le vieux. J'essaie de pas trop être relou, mais je vais essayer tout de suite de placer des mots-clés. Tu joues à quoi? T'écris avec quoi? Ah, les Legami. Ben, bien sûr que j'ai des Legami, j'en ai plein le tiroir, etc. Donc, je vais vraiment faire attention à qui il est, à sa tranche d'âge, pour essayer un maximum de montrer que je le comprends et qu'il n'est pas juste impatient. Et en fait, alors désolé pour celles qui se sentiraient visées, mais souvent, vraiment, ce qui me rapporte, hein, les enfants, c'est ah, il voulait pas venir. Les parents ils me disent, ah, il voulait pas venir, il voulait pas voir une dame de plus. Et en fait, il est content de venir parce que il a eu l'impression que, moi je dis toujours, je suis pas ergothérapeute, je suis Axel. Je suis là pour justement m'adapter à toi, te montrer que je te connais, que je comprends, je connais ta tranche d'âge, les jeux auxquels tu joues en ce moment, je suis à peu près. Voilà, je m'adapte à lui voilà, en faisant le plus personnalisé possible. Voilà, en Mhm. citant, j'essaye d'écouter dans les questionnaires, etc., le nom de son frère, le nom de sa sœur, pour justement pouvoir le replacer pendant l'explication, plutôt que de dire Léo, Théo ou quoi, je dis, ah, tu sais, quand t'as Julien, et là, du coup, ça l'engage beaucoup plus, parce que là, ça lui parle, c'est du concret, qu'une explication générique. Hmm. Ok. Donc tu personnalises au max en t'appuyant sur ce qu'il vit au quotidien, ce qu'il utilise, etc. Tout à fait. Ok. Vous avez d'autres questions? Est-ce que tu as des questions, Mélodie, par rapport à la présentation de Axel? Dans le chat, ça Franchement, va? non, c'était hyper riche et je pense que les métaphores, elles doivent être, enfin, elles sont hyper puissantes, à mon avis, auprès des parents En aussi. général, ouais. Et Au elles évoluent passage, hein. constamment. Elles Hmm. évoluent constamment. C'est-à-dire que c'est vrai, hein, ce que je dis, c'est pas pour le visio. À 17h, juste avant qu'on quitte, il y a une maman qui me dit, ouais, je le retrouve comme un lion en cage. Je l'ai noté dans mon iPhone parce qu'il faut absolument que dans mon speech, elle rentre celle-là. Parce que c'est du concret. C'est ça que les parents nous rapportent et il faut s'appuyer là-dessus plus que sur ce qu'on a appris dans nos formations. Euh, et une dernière question, c'est vraiment la dernière. Tu la vois écrit, la question de Marion, Axel? Ouais, du coup, tu pars du principe, etc. Ouais. La question, en fait, c'est justement que je pars du principe que si une famille, elle comprend le TDAH, c'est bon, elle va y arriver. Et elle me dit que parfois, certaines familles ont beau comprendre, mais ils ont toujours Mhm. besoin d'aide. Effectivement, si justement, et c'est la force, c'est que je suis aussi formateur Barclay, je le suis depuis avant même d'être ergothérapeute, parce que je voulais vraiment, moi, quand j'ai fait mon projet pro, je voulais accompagner les enfants dans leur entièreté, que ça soit à l'école, mais en dehors. C'est pour ça que j'ai fait ergothérapeute. C'était un métier qui touchait à tout et aussi leur entourage. Donc, je me suis formé à Barclay en guidance parentale et à d'autres guidances parentales pour accompagner les parents. J'ai fait ma popote et aujourd'hui, j'ai mon programme de guidance parentale que je fais en collaboration avec une neuropsy parce que je trouve que c'est très intéressant, la dualité des deux. Et voilà. Et effectivement, du coup, moi, je leur donne le minimum dans ce que je leur donne au bilan. Et si je vois effectivement qu'on a besoin de plus de personnalisation, je les oriente vers la guidance parentale. C'est pas tous les parents en 1 heure et demie d'explication assez générique, même si je donne des exemples et que je cite le nom du petit frère, que ça va tout résoudre. Et puis même, ils peuvent pas tout encoder. Donc, on passe sur de la guidance parentale avec un pied d'honneur au pas toujours 2 semaines d'écart, mais pas tout d'un coup, à intervalles réguliers et à revenir en groupe avec d'autres familles pour déculpabiliser, justement avoir des familles qui ont le temps de mettre en place, revenir, dire si ça a marché, ça n'a pas marché, repartent, etc. Moi, les parents ils me disent, mais votre groupe, ça a un coût, hein. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça marche? Je dis, mais comment vous voulez que ça marche pas? Vous pouvez pas arriver à la 10e séance et puis, enfin, moi, je le fais en 6. Vous pouvez pas arriver à la 6e séance et me dire, ah, en fait, ça marche pas. Vous avez 6 semaines pour vous en rendre compte. Ok? Donc, ok, peut-être que ce qu'on a vu la première séance, ça marchera pas à la deuxième. Bah, la deuxième, on réajuste et à la troisième, vous reviendrez en me disant, ça marche parce que justement, on va mettre en place sur le long terme. Donc, la guidance parentale, effectivement, pour moi, fait partie de la psychoéducation et est un outil qui est excellent pour ça, pour personnaliser cette guidance parentale. Je Ok, pense que c'est un merci. bon point de transition avec quand on Exact. va parler ouais. J'allais dire pareil. Bon, merci Axel. Et je vous invite, petite parenthèse, à le suivre sur les réseaux. C'est vraiment très cool ce qu'il fait. Et je vous recommande même de Merci. proposer à vos patients de le suivre sur les réseaux. C'est très cool. Mm. Et on va suivre avec Mélodie. C'est parti. Je partage ton diapo. Est-ce que tu le vois? Ça Est-ce que tu marche. Ouais, je le vois bien, tout le monde m'entend bien, tout va bien. Yes, on t'entend Ok, bien. Tout est OK. parfait. Merci.
Let's go. Donc, T'as doué. du coup, moi, je suis Mélodie, je suis ergothérapeute aussi. Depuis 2021, j'ai été formée à Toulouse et j'ai commencé à travailler tout de suite auprès d'une population voilà, touchée par les TND. Depuis maintenant 3 ans, je travaille aussi auprès d'une population qui est voilà, concernée par le handicap d'origine psychique dans un centre de réhabilitation psychosociale. J'accompagne, j'ai depuis le début en fait accompagné pas mal d'adultes touchés par le TDAH, en tout cas concernés, des parents également. Donc c'est pour ça que j'ai cherché à un peu me spécialiser là-dedans. Et aujourd'hui, ça fait vraiment écho à ce qu'a dit Marion tout à l'heure à la question. On parlait beaucoup d'engagement, de comment la psychoéducation aussi peut favoriser l'engagement des personnes. L'idée, c'est aussi, moi, que je vous partage une approche qui n'est pas meilleure qu'une autre, mais une approche que j'utilise beaucoup et qui soutient vraiment bien l'engagement des personnes dans le changement, en tout cas dans ma pratique, qui m'aide beaucoup. Donc, j'ai voulu partir de mon cas personnel. Moi, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à me former, à lire. J'ai fait un diplôme interuniversitaire sur le TDAH à tous les âges, qui était d'ailleurs super. Ça m'a apporté beaucoup, mais je pense vraiment avec le recul que c'est pas forcément ce qui m'a rendu meilleure, là où, selon moi, ça compte le plus en tant que thérapeute. Donc, évidemment, là, c'est un petit peu provoque très légèrement. Les connaissances, évidemment qu'elles sont indispensables. Je pense qu'on est tous convaincus, surtout après la présentation d'Axel. C'est essentiel pour comprendre, déjà, les personnes qu'on accompagne, comprendre le trouble, les symptômes, et aussi être capable de le reconnaître. On est quand même bien souvent amené à partager du temps avec des personnes qui, au final, se questionnent, des personnes qui, des fois, passent en dessous des radars, hein, comme les filles, on en a parlé. Donc, c'est vraiment hyper important là-dessus pour donner réaliser une psychoéducation qui soit fiable, qui puisse être précise et qu'on puisse savoir comment la rendre accessible. Avoir un raisonnement clinique qui soit rigoureux et du coup choisir des interventions qui sont cohérentes, qui sont pertinentes, qui sont aussi sécures pour la personne qu'on accompagne. Donc c'est indispensable, ça c'est sûr. Mais entre connaître, être expert d'un trouble et accompagner quelqu'un à mettre en place des changements lui-même et des changements qui soient durables, entre ces deux choses-là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a un monde, et c'est bien pour ça qu'on est thérapeute et pas que ergologue. On peut être expert de l'analyse occupationnelle d'une situation, de faire des liens entre les plaintes, les leviers personnels, les freins, les capacités sous-jacentes, l'environnement. Tout ça, on peut aussi connaître une énorme quantité de solutions, de compensation, de stratégies comportementales, etc. Au final, malgré ça, moi, je me suis très souvent, et je continue à me confronter à des personnes qui ont envie de voir des changements, mais qui ont le sentiment d'avoir tout testé, qui, au final, c'est des personnes aussi parfois où je me dis, tiens, l'objectif, il est valorisé, l'objectif, il a l'air signifiant, la stratégie, la personne a l'air vachement convaincue, mais il y a toujours un oui, mais, où il y a toujours un écart entre ce qui semble motivant et les moyens qui sont réellement mobilisés derrière. Et au global, moi, j'ai toujours voulu être toujours plus collaborative dans ma pratique. C'est comme ça que, pour moi, respire l'ergo, hein, en fait. Mais c'est pas toujours facile de savoir comment s'y prendre concrètement et comment maximiser ça. Et c'est justement à ce constat-là que OPC apporte une réponse, ou en tout cas propose une réponse. Donc, OPC, l'Occupational Performance Coaching, c'est ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. C'est une approche qui a été développée par Fiona Graham, qui est une ergo néo-zélandaise. À la base, elle a été prévue justement pour la population dont on parle. Elle a été prévue pour les parents d'enfants qui ont un TDAH ou un autre TND, au global, des TND, ou aussi des paralysies cérébrales. On va dire une neuroatypie au sens très large. Elle a été aussi décrite dans certains écrits de la littérature auprès de personnes elles-mêmes concernées par une difficulté neurologique plutôt. Mais au final, on peut vraiment l'utiliser auprès de toute population. En tout cas, ça ne se limite pas à un champ de pathologie, on va dire, ou de troubles très précis. C'est vraiment plus quelque chose qui va s'adapter à tous les champs de la réadaptation. Ces fondements, c'est une approche centrée sur l'occupation, c'est une approche fondée sur le partenariat, où on va chercher à développer les compétences, les capacités de la personne à résoudre ses propres défis.
Donc jusqu'ici, en fait, c'est de l'ergothérapie, hein, en gros. Et moi, une des choses qui m'a marquée, vu qu'on parlait pas mal de connaissances, de psychoéducation, de choses à transmettre, c'est que dans OPC, les connaissances, elles ont une place bien particulière. Quand je parle de connaissances, je parle de ce que nous, en tant que thérapeutes, on a dans notre tête, toutes les connaissances sur le trouble, toutes les connaissances sur les stratégies de compensation, etc. Donc souvent, il y a des approches où on vient nous voir comme un conseiller, quelqu'un chez qui on va trouver, voilà, à qui on va demander une analyse, à qui on va demander de faire ressortir les situations de handicap, par exemple pour faire ressortir des besoins, des demandes de droit à la MDPH, par exemple. Et c'est vraiment nous qui allons diriger, en fait, finalement, derrière l'intervention, quels moyens mettre en place, est-ce qu'on va partir sur de la rééducation, est-ce qu'on part sur de la réadaptation, sur justement plutôt de l'éducatif d'abord. Et l'idée, c'est que dans OPC, nos connaissances, elles sont mobilisées seulement au service du processus de changement de la personne qu'on accompagne, qui peut être le parent, par exemple. Et c'est une ressource qu'on fait ressortir seulement quand c'est pertinent. La base de la base dans OPC, c'est que notre expertise en tant que coach, c'est pas ce qu'on sait, ce qu'on analyse de la personne qu'on accompagne ou de la situation. Notre expertise, c'est vraiment comment on relationne avec la personne. Et il y a une citation aussi qui, moi, m'avait vraiment marquée, c'est que les connaissances, au sens large, qu'on a en tant que thérapeute, ce sont des outils qui sont vraiment très intéressants et nécessaires de perfectionner. Mais par contre, dans OPC, la boîte à outils, elle est laissée à la porte, jusqu'à ce qu'on en ait vraiment besoin. Donc, de manière générale, ça, je pense que c'est une bonne porte d'entrée à l'idée d'OPC. OPC, c'est vraiment donc pas une boîte à outils d'intervention, c'est pas un protocole du tout, il n'est pas question de rééducation, c'est pas non plus une méthode purement de résolution de problèmes, juste ça. C'est tout un processus plutôt relationnel qui est structuré, qu'on va mettre en place, enfin qu'on peut mettre en place depuis le début d'un accompagnement jusqu'à la fin. Et c'est du coaching. Donc ce terme, le coaching, il est très galvaudé. Les personnes qui ont traduit le manuel en français ont eu un gros temps de réflexion sur ça pour savoir est-ce qu'on garde le mot coaching ou est-ce qu'on trouve autre chose. Mais au final, en français, il n'y avait rien qui ressortait vraiment aussi proche de la définition qui est là, qui est à l'écran, sur laquelle on se base dans OPC. Coaching, c'est considéré comme une approche clinique relationnelle qui est fondée sur les forces et qui est orientée vers des objectifs significatifs. Le but, c'est que quand on devient coach, quand on prend cette posture-là, on passe d'une thérapie où c'est nous qui dirigeons les choses, c'est nous qui dirigeons un peu la réflexion, c'est nous qui orientons en fait les problématiques. On passe de ça à OK, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est les possibilités. Voilà, donner des conditions où le client va pouvoir reprendre son pouvoir avant toute chose, c'est la base. Donc, on va vraiment travailler dans OPC sur notre posture, notre manière d'interagir, notre manière de poser des questions, voilà. Notre manière d'être, en fait, au global. Plus que la manière de choisir des outils, de choisir des stratégies, tout ça, toute notre expertise, on l'a déjà. Donc, au final, concrètement, dans OPC, comment ça se passe? Dans OPC, comme je disais, on a toute une structure qui peut être mise en place dès le début, dès qu'on rencontre une personne, dès qu'on accueille un parent qui vient pour justement un suivi, qui vient avec des plaintes, qui veut mettre en place des choses. Et on va aller jusqu'au moment où en fait l'objectif est atteint et qu'on est dans la phase de généraliser les stratégies à d'autres moments. Donc, on a vraiment ce continuum et souvent, j'aime bien expliquer, dans les formations, c'est ce qui ressort, c'est qu'en fait, souvent, on danse entre différentes étapes du plan d'action. Des fois, on revient à l'objectif, comme un peu dans nos différents accompagnements. Donc, ça, c'est un peu l'idée. Voilà, on veut redonner le pouvoir à la personne, on l'accompagne du début à la fin, mais vraiment concrètement, comment ça se passe ? Aujourd'hui, moi, j'ai le temps à peine de juste parler des 2 premières étapes, de comment on en arrive à un objectif. À partir du moment où on reçoit la plainte d'une personne, comment on en arrive à l'objectif. Donc, très concrètement, le changement de paradigme, il s'effectue à ce moment-là. J'ai pris l'exemple de la MCRO que vous connaissez tous et toutes, je pense. Souvent, dans la MCRO, on part de la description d'une journée habituelle, par exemple. On recueille les plaintes, on recueille les problèmes occupationnels. La personne les priorise et on en vient à lui faire formuler des objectifs occupationnels qui sont tournés à la positive, etc. C'est nous qui guidons, c'est un entretien semi-directif, mais c'est un peu dans ce sens-là que c'est fait.
Dans OPC, on part d'un tout autre point. Dans OPC, on ne parle pas de problème, on s'intéresse pas à ça. Voilà, ce genre de questions comme selon vous, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que ça se passe mal, dans quel cas c'est un peu plus compliqué. Non, dans OPC, on part d'un point de base, c'est qu'est-ce qui est prioritaire pour vous en ce moment. On va ensuite, à partir de ça, de ce souhait prioritaire, faire un gros travail de visualisation. Mais c'est vraiment le terme, on dit Envision dans la formation, c'est vraiment cette idée-là de prendre beaucoup de temps pour se visualiser très concrètement, avoir une image riche de ce à quoi ça ressemblerait si le souhait était atteint, de ce à quoi ressemble la performance, la situation de participation idéale. Et c'est seulement après ça qu'on en vient à définir un objectif occupationnel. Et au final, cette citation qu'il y a dans le manuel, pour moi, elle représente un peu tout. C'est que dans OPC, un objectif a du sens et du pouvoir lorsqu'il incarne un rêve à réaliser et pas une difficulté à atténuer. C'est vraiment ce qu'on va viser pendant tout ce processus où nous, on va poser des questions, on va essayer de guider, en fait, simplement de soutenir la réflexion de la personne. C'est vraiment ça qu'on vise. C'est quoi le rêve à réaliser de la personne? C'est quoi cet objectif qui va vraiment le faire vibrer, lui donner vraiment envie, plutôt que c'est quoi cette difficulté et à quoi elle ressemble vraiment cette difficulté, dans quel cas elle s'exprime, etc. On a vraiment un changement de paradigme là-dessus. L'idée, c'est aussi que je vous montre comment concrètement, du coup, on relationne, qu'est-ce que c'est les outils que préconise, que propose OPC pour relationner et faire émerger justement, soutenir un peu les besoins de l'autodétermination, tous les besoins psychologiques qu'il y a derrière qui permettent aux personnes d'être motivées intrinsèquement et de le rester. Donc très concrètement, OPC, c'est une philosophie qui s'observe. On a une mesure de fidélité dans OPC qui nous permet de savoir si justement on fait de l'OPC plus ou moins. Et très concrètement, ce que vous allez observer dans une séance d'OPC, c'est qu'il y a un point d'honneur sur l'écoute empathique et sans jugement. Vraiment, c'est très consciemment, on essaye de créer toutes les conditions qui permettent à la personne de se sentir en confiance et de sentir qu'on est en partenariat avec elle. Un point très important pour moi, c'est la curiosité, les questions curieuses, non directives et ouvertes. L'idée des questions ouvertes, c'est de permettre à la personne d'explorer vraiment sa réflexion. Quand je parle de curiosité, l'idée aussi, là, c'est en fait de ne pas poser des questions dont on a déjà les réponses. On ne va pas être comme peut-être dans une genre de découverte guidée où on veut amener quelqu'un à une solution, on veut amener quelqu'un à une conclusion ou à une prise de conscience précise et on essaye de poser une question qui l'y amène. Dans OPC, on essaye vraiment, très sincèrement, de poser une question parce qu'on veut simplement savoir la perception qu'a la personne sur ça. On va laisser beaucoup de place au silence. Là aussi, c'est l'idée de ne pas forcément toujours avoir un pied d'avance, toujours avoir ce temps d'avance-là, mais de laisser la place au silence pour permettre à la personne de réfléchir, de faire émerger une nouvelle idée, de faire ces petites associations d'idées. Ce que vous observerez aussi si vous regardez une séance d'OPC, c'est que le temps de parole, il est partagé d'une certaine manière. On essaye vraiment de laisser le plus possible le temps de parole à la personne. Encore dans cette idée de la laisser explorer, de lui donner le pouvoir. On essaie de lui faire confiance et ça, c'est un vrai point important parce que moi, ça m'arrivait avant et encore aujourd'hui, quand j'accompagne des adultes, quand j'accompagne des parents qui viennent me voir, on n'a pas de protocole. Il ne s'agit pas de rééducation, il ne s'agit pas de tout ça. L'idée, c'est qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va aller quand on arrive et que la personne nous amène une plainte. Mais on fait confiance à son expertise, on fait confiance à son analyse et on va valoriser vraiment les choix que la personne va faire. Un point également intéressant, qui d'ailleurs se fait écho avec la psychoéducation, ça reste très pertinent, très souvent, de devoir apporter quand même des connaissances, de devoir apporter une information, de devoir apporter peut-être une stratégie dans des moments où la personne peut-être se base vraiment sur une croyance très très limitante qui n'est pas reconnue du tout, concernant le trouble par exemple. Quand la personne n'a aucune idée de stratégie, ça peut arriver. Là, l'idée dans OPC, pour toujours laisser à la personne le pouvoir, c'est qu'on va lui demander l'accord avant de partager quelque chose. Concrètement, quand je sens, par exemple, qu'il y a une personne qui
qui est un petit peu dans le flou, justement, qui comprend pas. On en parlait tout à l'heure. Moi, je comprends pas. Mon enfant, on dit qu'il a un TDAH, mais de l'autre côté, il arrive à rester concentré sur ses livres qu'il adore pendant des heures. J'ai même du mal à l'arrêter. Voilà, dans ma tête, j'aurais dire, ah ben oui, c'est l'hyperfocus, c'est différent, c'est un problème de régulation de l'attention, c'est pas un problème de déficit. Bon, là, l'idée, c'est de faire émerger le besoin. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu flou. Là, vous utilisez ce terme. Est-ce que vous aimeriez en savoir plus? Là, j'utilise une question qui est plutôt fermée, mais on pourrait aussi ouvrir un petit peu plus et demander qu'est-ce que vous savez vraiment là sur ce comportement, quel est le lien que vous avez pu faire avec le TDAH, et voilà, en fait, on propose à la personne d'ouvrir cette porte, et c'est hyper intéressant. Moi, je trouve, parce qu'en fait, ça m'arrive souvent que la personne, très sincèrement, prenne un temps justement de silence, de réflexion, et me dise qu'en fait, non. Voilà, elle a besoin d'en parler, mais c'est pas le moment de se plonger dans de la psychoéducation. C'est pas le moment d'en savoir plus. L'idée, c'est vraiment, ça nous mène justement à ce qui est prioritaire, souvent. C'est un bon rebond. Et au contraire, si la personne est intéressée, ben là, elle est actrice. C'est elle qui a demandé d'accéder à l'information, et elle écoute pas vraiment pareil. Donc tout ça, c'est un peu généraliste, et en tout cas, enfin, c'est très concret, mais c'est utilisé de manière générale dans OPC du début à la fin. Tous ces principes-là, toutes ces manières d'interagir. Maintenant, si je vous donne des exemples très concrets de comment ça se passe pour arriver à un objectif. Je vous ai dit qu'on partait du souhait prioritaire. Donc, en effet, des exemples de questions qu'on peut poser, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour vous en ce moment? Et ça, moi, ça m'arrive de partir sur ça directement. Voilà, j'ai quelques petites infos sur la personne qui vient me voir, c'est le parent d'un enfant qui a un TDAH de tel âge, etc. Mais je passe pas forcément de temps à creuser tout, l'environnement, d'avoir ma vision la plus holistique possible, etc. Des fois, je commence vraiment par ça. Qu'est-ce qui pour vous est le plus important? Et si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez en premier? Qu'est-ce que vous souhaitez le plus dans votre vie, pour votre enfant, dans l'avenir, etc. Le but, c'est voilà, de faire émerger qu'est-ce qui compte vraiment, par le moyen de ce type de questions ouvertes. Ensuite, une fois que la personne a fait émerger ce qui était prioritaire, à ce moment-là, c'est peut-être pas forcément occupationnel, hein, justement. L'étape suivante, ça va être de donner vie à ce souhait, avoir cette vision riche dont je parlais tout à l'heure. Très concrètement, les questions qu'on peut poser, c'est, voilà, on imagine par exemple que ça fait plusieurs fois qu'on se voit, que vous avez eu des idées de stratégie qui fonctionnent vraiment très très bien et vous êtes vraiment satisfait. À quoi ça ressemblerait concrètement? Qu'est-ce qu'il y aurait de différent? Si j'étais une petite mouche là, et que je vous observais quand vous faites justement, je ne sais pas, la routine du matin avec votre enfant, ou le soir, vous me parlez de la routine du soir par exemple, qu'est-ce que moi je pourrais observer de différent si ça s'était réalisé? Et on va creuser pour que l'image soit le plus claire possible. Qui est présent? Où est-ce que ça se passe? Quand est-ce que ça se passe? À quelle fréquence votre souhait se réalise? À quelle fréquence ça arrive? Comment ça se passe? Dans quel ordre? Et quelque chose que moi je creusais pas avant d'être formée à OPC, c'est qu'est-ce que vous avez dans la tête à ce moment-là? Comment vous aimeriez vous sentir dans l'idéal? Et on tisse une vision qui est de plus en plus nette de ce à quoi ressemble la situation occupationnelle idéale. Et à la fin, l'idée, c'est que la personne formule son objectif, ce qui lui semble motivant. Et concrètement, là, l'idée dans OPC, c'est d'avoir un objectif occupationnel. Hein, ça, c'est une méthode de coaching à la performance occupationnelle, donc forcément. L'objectif, il doit être significatif, ça on a l'habitude aussi. Valorisé, c'est un objectif donc qui est formulé à la positive. On ne cherche pas à atténuer des choses, on cherche à quelque chose de positif. Comme on le disait tout à l'heure, ça doit incarner un rêve, donc quand on le lit, il faut que ça donne envie. L'objectif, il va être très contextualisé. Il va décrire des éléments de contexte assez précis qui sont essentiels pour que la personne soit satisfaite. Il va aussi décrire quelle est l'ampleur attendue. Quand je parle d'ampleur, c'est la fréquence, en ayant quelle sensation, avec quelle personne. C'est vraiment voilà, tout ce contexte et toute cette ampleur. On va essayer, si ça parle à la personne, de mettre des adverbes, des choses qui précisent vraiment ce qu'elle attend. Et quelque chose de spécifique que moi, en tout cas, j'avais jamais fait avant d'être formée et que j'utilise beaucoup, c'est le « afin de ». Souvent, voilà, quand la personne me décrit ce qu'elle veut, qu'on formule, voilà, elle formule vraiment ce qu'elle aimerait, j'aime bien le dire, voilà, si vous deviez rajouter « afin de » à côté de votre objectif, qu'est-ce que vous diriez? Afin de quoi?
Et ça permet de rendre hyper explicite et de garder en tête à chaque fois qu'on reparle de l'objectif, quel est le bénéfice personnel de ce qu'elle veut atteindre. Quel est son bénéfice à elle? Et c'est là où on arrive à obtenir un objectif qui est hautement significatif. Bien souvent, et j'ai quelques exemples après, j'ai des parents qui viennent me voir ou des adultes qui sont concernés, qui viennent me voir avec une première plainte, qui des fois est directement même occupationnelle, voilà. Et en creusant sur ces étapes-là de souhait prioritaire, de visualiser clairement ce qu'elle aimerait, de expliciter le bénéfice qui est attendu, bah, souvent, on en finit par arriver sur un objectif qui n'avait rien à voir parce que, bah, au final, si une personne va améliorer sa performance dans la préparation du repas le soir, c'est peut-être parce qu'elle veut être indépendante dans cette activité-là. Et peut-être qu'une autre, au final, c'est parce que c'est une co-occupation qu'elle a et c'est ça, en fait, finalement, le sens qu'il y a derrière. Donc, je trouve que c'est assez puissant, cette notion de afin de ce bénéfice explicite. Pour vous donner des exemples, ça, c'est des exemples d'objectifs. Donc, ça fait des objectifs à rallonge. Hein. Clairement, moi, j'ai jamais fait des objectifs aussi longs quand j'utilise OPC. On n'est pas sur de l'objectif SMART du tout. Et l'idée, c'est que pour moi, cette phase-là, on est déjà en train de travailler. En fait, bien souvent, quand on arrive à l'objectif, derrière, les stratégies elles se mettent en place assez facilement parce que le niveau de sens et la motivation est tel que derrière, la personne, c'est un peu plus simple de savoir, OK, qu'est-ce que je me sens d'engager comme moyen ou pas. Donc là, par exemple, des exemples, le premier, par exemple, je passe 1 heure pleinement disponible seule avec mes enfants, 2 soirs par semaine après le repas. Donc là, j'ai l'activité, passer 1 heure. J'ai aussi en souligné à chaque fois un peu plus le contexte qui a été précisé par la personne. Et en dessous, le bénéfice, afin de profiter d'eux sans avoir constamment l'impression de penser à autre chose. Ça, ce que je vous montre là, c'est vraiment la formulation de la personne. Je n'essaye pas de reformuler parce que ça pourrait être un petit peu plus précis. Je passe 1 heure. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Si ça parle à la personne, c'est ce qui est vraiment celle qui a le pouvoir là-dessus. Donc, c'est ce qui compte, en fait, au final. Un autre exemple, mon fils vide le lave-vaisselle de lui-même le jour où je l'ai lancé, afin que je sois rassurée qu'il est capable d'enclencher des activités tout seul. Là, par exemple, c'était un papa pour qui, à la base, il arrivait avec cette plainte de ce jeune qui participait pas du tout à la vie domestique, aux tâches, etc. Et ça avait l'air d'être très, très, très compliqué pour lui. Et au fur et à mesure de ce processus, on a pointé ensemble, en fait, le fait que ce qui vraiment l'anime et ce qui serait important pour lui, c'est pas vraiment qu'il participe aux tâches domestiques de la maison. Dans son cas, lui, le papa, il est totalement OK pour compenser beaucoup, beaucoup cette partie-là parce qu'il est conscient que son fils, il donne énormément d'efforts déjà pour le collège, il donne énormément d'efforts pour sa vie sociale. Donc, il est totalement OK de compenser, mais sa crainte, en fait, qu'il y a derrière, c'est que si demain, en grandissant un petit peu, il est un peu tout seul, eh ben, il a besoin d'être assuré qu'il va être capable d'enclencher des choses, au moins une chose tout seul. OPC aussi, ça s'utilise encore plus au Canada et dans les pays anglo-saxons, mais ça s'utilise aussi auprès des professeurs. Donc là, moi, ça m'est arrivé, c'est hyper rare, hein, mais ça m'est arrivé d'accompagner le prof d'une patiente, une maîtresse, et au final, on en est arrivé à quelque chose de beaucoup plus global en fait pour elle. Son objectif, c'était mes élèves participent au cours de sciences calmement pendant 10 minutes le mardi vers 9h afin de me sentir utile et zen. C'était vraiment une prof qui était, je pense, au bord du burn-out. C'était très compliqué. Et on avait pu creuser jusqu'à ce point-là. Et pareil, enfin un autre exemple sur une maman qui elle aussi au final avait mis en évidence dans tout ce processus que le fait de savoir, de contrôler ce que faisait son enfant en termes de travail, en termes de devoirs, en fait ce qui lui intéressait vraiment c'est que son fils réfléchisse, se pose des questions de tiens comment je vais faire, et même s'il se trompe, même si finalement sa méthode elle est pas au top, elle est perfectible, c'était pas ça le plus important pour elle. Donc là, sur ces processus-là de définition d'objectifs, moi, je trouve que ça m'a évité pas mal d'écueils de creuser des stratégies dans un sens, en passant à côté du sens que ça avait pour le parent, en fait. Et de justement peut-être arriver à des résistances quand il s'agit de mettre en place des choses.
Ça, c'est un peu plus des exemples que moi j'ai pu avoir avec des parents ou là un professeur, enfin une maîtresse par exemple. Mais avec les adultes que j'accompagne, je peux vous en montrer quelques autres. Dans ma journée, je fais des activités utiles, agréables et gratifiantes afin de sentir qu'elles ont du sens. À la base, c'était une personne qui venait me voir qui a un TDAH, un TSA, des problématiques variées. Et en fait, elle venait parce qu'elle avait beaucoup de soucis au niveau de son dos, des grosses douleurs. Et avec ces autres troubles, c'était très compliqué à gérer, à mettre en place les habitudes qu'il fallait, etc. Et donc, elle est venue avec ça, avec je veux juste avoir moins mal au dos. Et on arrivait finalement avec tout ce processus à cet objectif-là qui, sur le papier, n'a un petit peu rien à voir. Mais c'était ça, en fait, sur lequel elle était capable et elle avait assez de motivation pour mettre en place des changements. Un autre exemple, les 2 qui suivent, c'est la même personne que j'accompagnais, c'est une étudiante. On avait pas mal décrit son processus idéal de rendu de documents écrits, de mémoire, de tout ça. Et en fait, son objectif là, c'était vraiment que la veille du rendu, qu'elle ait que des petites tâches à faire. Elle les avait en plus bien notées pour les avoir bien en tête. Et elle, ça c'est un exemple que j'aime bien parce que elle avait vraiment identifié énormément de bénéfices et ça la tenait beaucoup. Et en fait, pour elle, le fait de relire l'objectif, de se remettre en tête et de revisualiser ces bénéfices-là, c'était une stratégie en elle-même d'atteinte de l'objectif. Hein. Elle avait aussi posé un objectif sur le moment où elle se couchait. Donc, avant minuit, je me couche dans le lit, prête à dormir, en ayant acquis dans ma tête que la journée est finie, avec le cerveau calme, afin de vraiment me reposer. C'était une personne qui avait testé beaucoup de choses pour se coucher tôt. Elle avait plein de choses qui marchaient. Et en fait, elle avait pris conscience que en fait, ce qui était important, c'était juste le calme en fait, dans sa tête. Elle voulait se coucher beaucoup plus tôt que ça. Et en creusant, finalement, ce qui était raisonnable pour elle et ce qui lui semblait pertinent, c'était peut-être minuit, mais en étant calme, en fait. Et un dernier exemple, je range bien mon bureau 2 fois par semaine afin de m'y sentir sereine pour travailler et de reprendre mes hobbies, le piano et le chant pour mon spectacle, la couture. Celui-là, je l'aime bien parce que je range bien. Pour moi, ça veut rien dire. Quand avant, je pense que j'aurais été vous rangez bien, c'est-à-dire ça ressemble à quoi en fait, pour elle, on l'avait super bien détaillé dans la partie de visualisation de la performance idéale, de visualisation de son objectif atteint. Et là, pour elle, je range bien, c'était hyper parlant. Donc, en fait, on n'a pas besoin de le reformuler, c'est parfait comme ça, tant que ça lui parle. Et donc voilà, j'espère que ça vous donne des idées un petit peu plus claires de ce que c'est un objectif, on va dire type OPC, et que ça pourra vous donner des idées. L'idée aussi pour moi, c'est de vous proposer des choses à mettre en place dès demain. Là, c'est que des propositions, donc peut-être que ça va être qu'une de ces choses-là que vous allez tester. Mais je pense que celles qui sont bien pour commencer, c'est de partir de ce qui est le plus important. Vraiment prendre le temps d'explorer la situation idéale, ne pas hésiter à recentrer. Ça arrive souvent que quand on dit voilà, expliquez-moi à quoi ça ressemblerait très concrètement, voilà, la personne elle va nous parler de je commencerai à me lever, je ferai ci, je ferai ça, oui parce que c'est vraiment compliqué pour moi, ça me prend vraiment la tête de faire comme ça, etc. Et il faut souvent recentrer sur ok, et du coup si ça se passait bien, les jours où ça se passe bien, ça ressemble à quoi? Essayez peut-être de vous observer sur le temps de parole, essayez de vous observer sur le nombre de questions ouvertes. Moi, c'est le truc le plus dur pour moi. Je fais beaucoup de questions fermées de est-ce que, essayez de prendre un petit peu de recul pour voir comment vous vous situez avec ça dans vos séances et de qu'est-ce qui est différent, ne serait-ce qu'en vous, quand vous faites l'effort ou l'expérimentation là, d'ouvrir un peu plus vos questions. Le afin de à rajouter à la fin des objectifs, il peut être assez facile aussi à mettre en place et assez puissant. Et pareil, est-ce que je peux vous partager une idée? Est-ce que vous êtes intéressé pour en savoir plus? Pour connaître, voilà, j'ai des stratégies. Il y a des personnes que j'accompagne qui vivent un peu la même chose que vous. Et une d'entre elles m'a parlé d'un site ou d'une stratégie qui marchait bien avec elle. Est-ce que vous aimeriez en savoir un peu plus? Voilà, demandez vraiment cet accord avant de partager une solution. Tout ça, c'est des petites graines pour laisser un peu plus le pouvoir et nourrir un peu plus les besoins psychologiques qui sont nécessaires à maintenir sa motivation intrinsèque selon la théorie de l'autodétermination qu'on connaît, que sûrement certains d'entre vous connaissent déjà.
Si vous voulez en savoir plus, parce que là, c'est vraiment hyper superficiel en réalité, d'autant plus qu'il y a des étapes après de comment on construit un plan d'action, comment on évalue le plan d'action ou l'atteinte de l'objectif dans OPC. Il y a plein de choses à creuser. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez avoir des ressources gratuites et même en français. Ça, c'est super. Sur le site de l'Université d'Otago, vous avez notamment des vidéos pour voir à quoi ça ressemble une séance d'OPC, des vidéos en français. Vous aurez aussi dedans pas mal de ressources sur des outils, sur des schémas, etc., qui sont utilisés dans la formation, qui peuvent déjà vous donner une base. Le manuel, il a été traduit en français depuis pas extrêmement longtemps. Donc ça aussi, c'est une chance. On peut se le procurer à la NFE. Et puis là, vous pouvez vous former, évidemment. Il y a plusieurs moyens de se former. La NFE propose une formation. Vous avez aussi Choose to Learn, choisir d'apprendre, qui propose des formations aussi en distanciel. Ça, c'est pour les deux moyens de se former en français, si ça vous intéresse. Si vous avez des questions aussi ou envie d'échanger ou partager des choses, il ne faut pas hésiter. Il y a aussi des groupes Facebook pour les personnes formées pour continuer à faire des intervisions. Et voilà, je vous remercie et je suis dispo s'il y a des questions. Merci beaucoup, Mélodie. Tu m'entends? Ouais, parfait. Génial, Je tu n'as pas t'entends. eu de problème avec Excel, génial. Non, Il y a C'est quelques bon. questions. Juste avant ça, restez encore quelques minutes avec nous. On va vous montrer la dernière partie de la présentation, un outil qu'on a montré encore à aucun ergothérapeute, donc vous allez être les premiers à le découvrir. Ça dure 10 minutes, donc restez encore avec nous. On va prendre une petite question. Je l'avais noté, une question que je trouve hyper intéressante. C'était la question de Marion. Je l'affiche ici à l'écran. C'est pour Axel et Mélodie, du coup, la question. Est-ce que vous voyez davantage notre rôle d'Ergo dans le TDAH comme un accompagnement basé sur le coaching, la guidance et l'information, plutôt que sur de la rééducation? Alors, déjà, je pense que c'est important de se baser sur les recommandations officielles, sur les études qu'on a. Le TDAH, ça ne se rééduque pas. Donc, déjà, la question en elle-même, elle est un peu réglée. Il s'agit vraiment d'accompagner la personne à se connaître, comme là aussi on en a parlé, à savoir ce qu'elle veut, ce qu'elle peut mettre en œuvre comme changement et mettre en place des stratégies comportementales, des stratégies occupationnelles, de l'éducation thérapeutique, si c'est aussi ce qui lui permet d'atteindre ses objectifs. Mais donc voilà, je ne sais pas comment toi tu l'expliques, Axel, mais la rééducation, il ne s'agit pas de ça. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ce que je dis justement aux parents. Je leur dis, de toute façon, on ne va pas rééduquer un TDAH. Et moi, j'ajoute en plus, parce que je suis toujours dans la prévention, je dis ni moi, ni personne d'autre qui vont vous le promettre, parce que c'est aussi bien d'aiguiller nos patients. Et par contre, ce que j'explique, c'est qu'effectivement, on va pouvoir, de par l'accompagnement, la psychoéducation, travailler là-dessus. Et effectivement, on a quand même le côté non pas rééducation, mais le côté aménagement sur lequel on va pouvoir travailler. Mais là, encore une fois, je veux être concret avec la population que j'accompagne, beaucoup d'enfants. Et je dis aux parents, mais attention, il y a une limite. Et effectivement, moi en tant qu'ergo, je vais pouvoir mettre à votre enfant TDAH qui est en classe de CM1 un élastique sous les pieds, un ballon sous les fesses, un casque anti-bruit et un paravent. Mais en fait, ça serait faire la technique de l'autruche, puisque je sais très bien que ce même petit garçon, quand il aura 11 ans et qu'il sera en 6e, il suffira d'un regard pour que tout ça, il n'en veuille plus. Ils veulent plus d'AESH, ils veulent plus d'aménagement, ils veulent plus de moyens humains, matériels, etc. Et c'est juste repousser le problème à plus tard. Et donc c'est pour ça que je donne justement le panel de tout ce qui existe en termes d'aménagement, mais j'explique aussi ce versant-là, là où l'enfant, du coup, pareil, me regarde en me disant ah ouais, non, mais déjà maintenant, j'en veux plus. Donc voilà, il y a quand même une limite à ça. Ok, génial. Moi, j'ai beaucoup aimé le afin de. Je trouve que c'est deux petits mots qui peuvent aller tellement loin après dans l'objectif. Donc, franchement, si vous pouvez mettre ça en place dès votre prochaine consultation, je pense que ça peut changer pas mal de choses dans l'objectif. Ouais, afin de, c'est pas mal. Ok, je pense qu'on va finir avec les questions parce que sinon, on n'aura pas trop le temps de finir la présentation. Je vais vous parler du coup du nouvel outil. Donc moi, je suis fondateur de Brio, un nouvel outil construit pour les ergothérapeutes qui permet de venir créer des supports hyper personnalisés. Ça fait lien avec ce que disait Axel pour la psychoéducation. Ce qui est hyper important quand on fait de la psychoéducation, et tu l'as dit Axel, mais tu l'as dit aussi Mélodie, c'est qu'il faut que ce soit vraiment personnalisé pour que derrière, ils puissent venir s'impliquer au maximum dans le suivi, même dans le bilan, etc. Et c'est pas évident de venir construire des supports hyper personnalisés.
Donc, comprendre son trouble, psychoéducation et suivre les objectifs, en gros, ça fait partie du même accompagnement. Il y a le point de départ et ensuite il y a le suivi. Donc, je vais vous présenter ça. Je vais vous présenter les supports qu'on peut venir créer avec Brio. Donc, c'est un outil en ligne. Tout est stocké sur des serveurs HDS, etc., comme les hôpitaux. Et vous, en tant qu'ergothérapeute, ça va être hyper simple. Vous avez par exemple un bilan, vous avez finalisé le bilan, etc. Vous voulez créer un support personnalisé qui va montrer les conclusions de votre bilan. Vous n'avez pas envie de faire un écrit hyper long avec des longs paragraphes et vous avez peur que du coup ce ne soit pas assez clair pour l'enfant. Et comme l'a montré Axel, c'est hyper important de venir vulgariser et utiliser des termes qui parlent à l'enfant et aux parents. Ben, vous allez aller dans Brio et vous allez coller votre conclusion et ça va vous générer des supports personnalisés. Donc là, par exemple, je vais vous montrer, on a la carte mentale ici. La carte mentale, par exemple, de Lucas. Un petit document que les parents vont pouvoir même afficher, mettre collé au frigo. Je sais qu'il y en a, on a des retours comme ça. Ils le mettent au frigo. Ça permet de toujours garder en tête, ben voilà, les forces de Lucas, notre enfant. Voici ce qu'il aide, voici les difficultés, etc. C'est très visuel. Vous déposez votre conclusion et ça vous sort ce genre de document. L'enfant qui est au milieu, ça représente le patient. Donc dès qu'il le voit, il se dit ah mais c'est moi au milieu de la carte. Il voit un peu ce qui se passe, etc. Il y a beaucoup de professionnels qui remplissent l'objectif avec le patient ou avec les parents. On peut le laisser vide et le remplir, donc ça marche très bien. Vous pouvez aussi le faire pour l'école. Donc si par exemple vous avez une ESS, les choses comme ça, vous pouvez faire ce genre de document, le donner aux enseignants ou la rapporter à l'ESS. C'est beaucoup plus imagé qu'un paragraphe et des fois ça parle beaucoup plus. Et ensuite, il y a un autre support qui fonctionne très bien, c'est le format vidéo. Donc le format vidéo, c'est vraiment un support qui fait vraiment waouh à l'enfant. Vous allez le montrer lors de votre restitution et il va directement se dire « Ah mais qu'est-ce que c'est? Ça parle de moi, c'est incroyable. » Je vous le montre rapidement, j'ai choisi une vidéo. Je la mets à On va t'aider à utiliser ces talents pour la remets du début. Bonjour Lucas, bravo pour tout le travail que tu as fait pendant notre évaluation. Tu as montré que tu es super à comprendre les mots et à bien te débrouiller dans les situations sociales. C'est comme si tu avais une lampe de poche qui éclaire bien les gens autour de toi. Maintenant, voyons ensemble ce que j'ai remarqué d'autre. Tu sais, parfois, ton attention peut être un peu comme un papillon qui vole de fleur en fleur. Quand les tâches deviennent longues ou pas très intéressantes, tu as un peu de mal à garder ta concentration. Et parfois, tu as tendance à répondre vite, comme un super-héros qui veut sauver le monde, mais qui oublie de lire le plan d'abord. Je la coupe, mais vous voyez qu'en gros, c'est hyper imagé et ça utilise beaucoup de métaphores qui viennent vulgariser les difficultés de l'enfant. Mais surtout, faut pas le dévaloriser. Donc, c'est toujours les points forts et ça le met toujours en valeur. Et l'avatar, des fois, par exemple, là, on est en train de créer un avatar Mbappé. Je sais que c'est la Coupe du Monde. Les enfants, ils kiffent ça. Et quand tu as un avatar Mbappé qui t'explique les difficultés que tu as à ton bilan, je peux vous assurer à 100% qu'ils suivent. Pour l'avoir testé avec d'autres collègues, ça marche hyper bien. Et il y a un dernier format, celui-là il marche bien aussi, mais plus pour les ados, c'est le format BD qui va en fait, avec la conclusion du bilan, ça va raconter une histoire, vous pouvez changer le style, il y a des styles manga, il y a beaucoup que ce soit des collégiens ou même des lycéens qui lisent des mangas, et quand on leur propose une BD sous le format manga, bah, direct ils disent « Ah ouais, ça me rappelle ce que je suis en train de lire à la maison, et sauf que là ça parle de moi, c'est moi le personnage principal », et ça leur donne envie, et même de le partager à leurs collègues à la récré et tout. On a eu ce genre de retour avec des parents, et ça marche très bien. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Du coup, le module de suivi. Ouais, ça c'est hyper important et ça va répondre un peu, ça va rejoindre un peu ce que disait Mélodie. C'est qu'en gros, actuellement, on n'a pas d'outils qui permettent de créer des objectifs hyper quali. Bon, c'est pas des objectifs OPC, mais plus des objectifs SMART et de les suivre dans le temps. Là, ce qui se passe actuellement, c'est quand on est professionnel de santé, on met les objectifs sur un papier, dans un suivi, et au fur et à mesure, quand le patient revient, on les resuit, etc. Le patient, il rentre à la maison avec les parents, ils ont oublié c'est quoi le suivi, il ne sait pas où on en est, etc. Et du coup, on perd le fil. Donc là, on a créé un partenariat avec des collègues de santé, un module
qui permet de faire des suivis SMART, des objectifs SMART, et de suivre tous ces suivis pour qu'ils soient correctement réalisés dans le temps. Je vous ai préparé une petite vidéo de 2 minutes qui vous montre un peu ce nouveau module. Il n'est pas sorti encore, donc vous allez être les premiers à le voir. N'hésitez pas à me donner votre avis dans le chat. Je ne voulais pas montrer celui-là aussi, Axel et Mélodie, donc vous allez être les premiers à le voir aussi. Alors je vous montre, partage d'écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Non. Non. Ok. Ah oui, bah oui. Maintenant, il faut faire partager ça. Ah, désolé. J'en profite pendant que tu es en train de faire tes réglages, juste pour apporter une précision. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant parce que je sais pas du coup les personnes qui suivent le live ce qu'elles en pensent, mais j'ai plein de parents qui me demandent des supports pour expliquer à la classe. Ça, on me le demande en permanence, des supports pour expliquer les difficultés, les points forts de l'enfant et expliquer aux fratries. Ça, t'en as pas parlé, mais les fratries aussi, c'est compliqué. On a des fois des enfants qui sont encore plus jeunes que les jeunes à qui on veut expliquer et pour qui bah, il y a des situations d'injustice, surtout avec le TDAH. Moi, je l'ai tout le temps. On va mettre en place des objectifs avec des récompenses, etc. L'enfant, le frère ou la sœur, ils vont pas forcément comprendre. Donc, d'avoir des supports pour expliquer au reste de la famille, c'est hyper intéressant. C'est vrai, d'ailleurs, on a fait une publication là-dessus sur Insta, parce qu'on a un petit compte là récemment. Et en fait, il y a eu un retour d'une professionnelle qui nous a dit qu'il avait partagé sa BD avec ses frères et sœurs. Donc, effectivement, je te rejoins là-dessus, c'est très cool. Je vous montre. Est-ce que là, vous voyez l'écran ou pas? Oui. Ouais. Alors, je vais juste le mettre en plein écran, c'est mieux. Allez, je lance. Donc, on est par exemple ici sur la fiche de Louise qui a 8 ans. On a la partie suivi. Donc, on voit ici un axe de travail qui est l'écriture et un autre qui est l'autonomie. Ce sont clairement 2 sphères qu'elle doit travailler. Ces 2 sphères découlent du bilan que vous avez déjà déposé dans Brio. Vous pouvez venir les modifier ou en ajouter des nouvelles. Si on clique sur écriture, donc elle est tout en haut de l'île, acquis au quotidien, elle a réussi tous ses objectifs. Il y avait des objectifs SMART qui ont été créés avec Brio. Tracer les lettres, rondes A, O, C, D, avec à chaque fois des paliers différents. Vous pouvez bien sûr ajouter un nouvel objectif si nécessaire. On va le voir directement ici avec autonomie, qui est en cours d'acquisition. On peut venir valider le palier ou pas, on peut ajouter un nouvel objectif. Donc là, Brio va nous proposer des objectifs en fonction de notre bilan. Par exemple, celui-là, je vais prendre acquérir l'habillage autonome. Il va le transformer en objectif SMART. Voici, vous pouvez ajouter une échéance. Et bien sûr, vous pouvez venir modifier l'objectif si nécessaire. Voici les paliers qu'il propose. On ajoute l'objectif. À présent, il est là. Et on pourra l'ajouter à notre carte de séance. Une carte de séance, c'est quoi? C'est ici, on clique sur l'onglet séance et on voit toutes les séances qu'on a fait avec Louise. Donc par exemple, le 7 juillet, on a travaillé ensemble l'écriture. Voici la carte qu'ont reçue les parents et Louise. On voit que elle est en bas de l'île, donc elle est en cours d'acquisition encore. Elle a eu son petit pouvoir du jour, plume magique. Et on peut cliquer dessus pour voir ce qu'il y a au dos. La mission de la semaine, c'est écrire 3 mots en lettres rondes. Il y a le petit mot. Juste, vous entendez bien ma voix dans la vidéo? Oui. Génial. Mot de la praticienne. Donc, si vous souhaitez laisser un mot sur la carte ou pas, c'est optionnel. Qu'est-ce qu'on a travaillé et où nous en sommes? Donc, ça, c'est une carte de suivi que reçoivent les parents et l'enfant à la fin de chaque séance. Concrètement, il vous suffit de 2 clics pour la rédiger. Les parents la reçoivent par mail. C'est très visuel et surtout, les parents peuvent venir voir le parcours complet de Louise. Ils peuvent voir où on en est. Ils peuvent voir que vous avez travaillé l'écriture, l'autonomie, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les parents peuvent laisser un petit mot sur la carte de séance que vous allez retrouver directement ici. Là, c'est le petit mot du parent. Ça permet de créer du lien aussi entre chaque séance. Là, vous pouvez cliquer sur renvoyer ou copier le lien pour le renvoyer plus tard par mail ou par SMS, comme vous le souhaitez. Ils arriveront donc du coup sur cette page-là. Donc cette nouvelle fonctionnalité vous permet de créer des objectifs SMART, d'avoir un rendu très visuel et être hyper organisé pour qu'il soit suivi correctement et surtout que l'enfant puisse avancer concrètement vers un objectif final. Ok, génial. Vous avez pu voir du coup la nouvelle fonctionnalité. Le but, c'est vraiment de pouvoir donner du visuel aux parents et aux patients. Vous en avez pensé quoi, Axel et Elodie? C'est la première fois que vous le voyez, je crois. Ouais, oui, première fois. C'est vraiment super chouette. Bon, on parlait d'engagement, là, pour le coup, on n'a pas forcément le temps de voir tous les parents, en plus, à la fin des accompagnements qu'on fait. Il y a des parents, des enfants qui viennent en taxi ou quoi. Ça permet d'avoir un lien aussi un peu visuel. Et je pense même aussi au partage avec les autres collègues.
Des fois, c'est un peu coûteux, on n'a pas de support, c'est difficile d'échanger sur nos objectifs, où est-ce qu'on en est concrètement. Au final, des fois, même ça peut être plus simple et plus rapide si j'extrapole pour échanger. Ah ouais, moi carrément, parce qu'en plus, Mm. dû à mes stages et puis tout ce que j'ai fait un peu sur la Suisse, vraiment les notes, je fais hyper gaffe depuis 5 ans à toujours faire des notes détaillées, c'est un peu ma routine pour m'organiser de chaque séance avec comment va l'enfant, comment il a évolué, vraiment pour que je sache d'une semaine sur l'autre avoir un vrai suivi. Et l'avantage, c'est que quand on me rappelle 2 ans plus tard, j'ai vraiment tout notre suivi qui est avec l'historique. Et là, pour le coup, c'est un outil qui va bien aider. Ouais, Génial. Bon, ben, on a des bons premiers retours déjà. ouais Il carrément. n'est pas encore finalisé. Ça va sortir début août pour que ce soit hyper fonctionnel. Justement, ben, ceux qui sont restés jusqu'à la fin, c'est top. Vous allez pouvoir découvrir ce qu'on vous a préparé. On lance une offre en partenariat avec ce webinaire. L'objectif, c'est du coup de faire découvrir Brio au maximum d'ergothérapeutes. Donc, on a créé une offre sur mesure pour tous les inscrits. L'objectif, c'est que donc à partir du 12 juillet, tout ce que vous avez vu là, les restitutions, les cartes mentales, etc., ce sera à 420 € par an. Donc, je vous le mets là. Et en fait, du coup, vu que vous êtes inscrit au webinaire, etc., vous avez accès à tout ce qui est restitution, donc 420 € par an, plus le module de suivi qui est à 180 € à l'année. Ben, tout ça, on vous le fait à 25 € par mois. Donc, c'est une économie d'à peu près, c'est moitié prix. C'est un prix qu'on bloque. Ce sera une offre fondateur. Vous allez être les premiers ergots à rejoindre l'aventure. C'est un prix qui sera bloqué à vie. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment en lancement Brio. Ça fait, je crois, 3 mois qu'on est dessus. On rajoute des fonctionnalités tout le temps. Et bien évidemment qu'en échange avec les collègues, à chaque fois, il manque des choses, etc. Donc, ça évolue. Vous, l'avantage, c'est que vu que vous serez des fondateurs, le prix n'évolue pas. Donc, même si on rajoute des fonctionnalités, ça ne bouge pas. Donc, je vous ai mis les détails de l'offre. Je vous mets aussi le lien directement vers l'offre. Oui, ça fonctionne sur iPad. C'est RGPD, protection des données. C'est sur les mêmes serveurs que Doctolib ou des mêmes hôpitaux HDS. C'est stocké en France. On a bien fait attention à tout ça. C'est hyper important. On n'aurait jamais lancé sans ça. Voilà, la fonctionnalité du suivi, elle sort le 3 août. Elle n'est pas encore fonctionnelle, mais vu que vous allez bloquer votre prix maintenant, il n'y aura rien à rajouter le jour où ça sortira. Et, et puis voilà, si vous avez des questions sur l'offre, n'hésitez pas. Je vais vous la renvoyer par mail. Je vous renvoie le replay par mail. Si vous avez des collègues ergo, n'hésitez pas à partager. Et voilà, je reste un peu avec vous si vous avez encore des questions pour Mélodie, pour Axel, des questions sur Brio et des questions sur l'offre. En tout cas, merci pour Axel, Mélodie. Je sais que c'était un gros défi de présenter en 30-35 minutes Ouais. ça, alors que d'habitude, vous mettez 1h30, 2 heures. Merci. Bon, c'était un webinaire gratuit, donc j'espère que vous avez apprécié la valeur de tout ce qu'on vous a offert ici. Si ça fonctionne bien, on pourra refaire une seconde édition sur d'autres sujets. Oui, vous avez une période de en fait, vous avez un test sur Brio. Pardon, j'ai coupé, je réponds à la question. Vous avez un test sur Brio, vous pouvez créer des supports gratuitement avant de lancer. Donc, n'hésitez pas à créer un compte. Et si l'offre après vous correspond, let's go. C'est à destination des enfants et oui, ça sert énormément pour les parents. Comme l'a dit, je crois que c'est Axel qui en a parlé. En gros, le suivi, il concerne aussi les parents. Même Mélodie, elle en a parlé aussi. Si les parents ils adhèrent pas au suivi et qu'ils comprennent pas les difficultés de leur enfant, eh ben, en gros derrière, on voit qu'il y a énormément par exemple, de lapins. Il y a beaucoup de parents qui se disent, on n'a pas trop compris ce que c'est. C'est quoi allez, on ira la prochaine fois. On a mieux à faire. Ça arrive souvent. Moi, quand j'étais neuropsychologue en CMPP, ça m'arrivait énormément. Et en fait, on s'est rendu compte que plus on expliquait le trouble, plus on faisait psychoéducation, plus ça les impliquait et moins il y avait de lapins. Et je sais que là, l'été, les lapins, il y en a énormément. Et je sais qu'il y a beaucoup de pros de la santé qui font des publications sur Insta là-dessus. Après, moi, comme on dit, causalité n'est pas. Voilà, je sais plus ce que c'est la phrase, mais c'est pas une expérience qui vaut. Ouais, t'as compris ce que je voulais dire? Je pense que tout le monde a compris ce que je voulais dire, mais je l'ai plus à cette heure-ci. Moi, j'ai très peu de lapins. Moi, les parents, ils sont vraiment. Et depuis 4 ans, j'ai énormément d'enfants suivis au cabinet. Mais vraiment énormément. C'est
très très rare que je prenne un lapin. Mais tu fais une psycho-éducation du tonnerre aussi. C'est normal. Ouais, c'est pour ça, quand ils repartent, ils m'amènent toute la famille après. Exactement. C'est une méthode qu'ils viennent tous. Merci. Bon, en tout cas, merci pour votre soutien. C'était top. Merci à tous. Encore une fois, merci Axel, merci Mélodie. Je vous Avec renvoie plaisir. Avec plaisir. et bye bye. Et bon match de l'équipe de France. On croise les doigts ce soir. On va y arriver. Allez les Bleus. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Ciao. Ciao.